Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le second numéro de notre série de 3 émissions organisées à l'initiative du syndicat mixte du SCOT de l'agglomération byzantine et avec l'aide de l'agence d'urbanisme de Besançon Centre-Franche-Comté. Bienvenue à tous. Alors je vais vous reparler du contexte, je vais vous le rappeler un petit peu sur tous les objectifs de ces émissions conférences, c'est de vous démontrer qu'un changement de modèle n'est pas une option et qu'il est possible d'agir pour le bien collectif. Vous verrez que les grands changements tels que le changement climatique ou numérique ont des incidences locales. Le gros objectif à atteindre, bien sûr, serait de vous emmener vers une conviction collective et avancer ensemble, quelles que soient les générations ou convictions politiques. Et surtout de prendre conscience que tous les moyens mis en œuvre actuellement sont peut-être peu visibles à l'échelle d'un mandat électif, mais ils seront irréversibles. Merci encore au SM Scott et à l'ODAB pour cette initiative qui, je l'espère, répondra à toutes vos questions. Sont présents avec nous aujourd'hui Catherine Barthelet. Bonjour Catherine, présidente de l'ODAB. Bienvenue et merci d'être avec nous. Yves Guyenne, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Yves Guyenne, vice-président du SCOT de l'agglomération byzantine et vice-président du Grand Besançon Métropole et maire de École Valentin. Tout ça, rien que pour vous. Bonjour à tous les deux. Alors, vous avez été nombreux à suivre notre émission la semaine dernière, cette première émission sur le thème de la biodiversité, et nous vous en remercions bien sûr. Aujourd'hui, Jean-Paul Michaud, directeur du SM Scott, qui était avec nous en studio la semaine dernière, vous invite pour ce deuxième numéro pour parler d'un sujet qui nous touche tous, les nouvelles formes urbaines. Alors, pour traiter de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau 4 experts. Bonjour à vous et bienvenue. Je vais démarrer avec vous, Anne Griffon-Boitier, qui est géographe, maître de conférence géographie et aménagement pour le laboratoire Théma. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour à vous. François Bélanger, bonjour. Bonjour. François Bélanger qui est consultant en prospective et directeur de Transit City. Voilà, pour nos 2 premiers invités. Et nous avons également en duplex avec nous Pierre Colna. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre Colna est architecte urbaniste, maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy et associé au sein de l'agence Intensité. Et il est également architecte consultant pour la CAUE de la Meuse. À ses côtés, Romain Thomé. Bonjour Romain. Bonjour. Alors Romain, vous êtes avocat associé au cabinet Coudray, spécialiste en droit de l'expropriation et droit de l'immobilier. Voilà, je crois que vous connaissez nos 6 invités plutôt. Voilà, parce que j'ai compté 4 parce que sur le plateau, mais on a le duplex aussi, nos 6 invités qui seront avec nous pour ce deuxième numéro. Alors, nous l'avons vu la semaine dernière, le phénomène d'urbanisation est l'une des causes majeures de l'érosion de la biodiversité. Donc, l'étalement urbain est un modèle de développement à l'œuvre depuis une 50aine d'années et il a de fait redistribué la population des villes et des activités vers les périphéries, vous le savez. Ce qui mène à une certaine individualité, que ce soit en termes d'habitat ou encore de moyens de locomotion comme la voiture. Nous constatons aujourd'hui des points négatifs autour de ce modèle de développement, mais aussi des points bénéfiques, comme le développement rapide des territoires et une amélioration des conditions de vie des ménages. Alors la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui nous pousse à nous interroger sur notre mode de vie et d'habitat, ce qui pourrait nous faire prendre encore un nouveau virage. Alors les élus et professionnels du territoire tentent de répondre à ces nouvelles envies et besoins des ménages. Le défi d'aujourd'hui est de tendre vers moins de consommation évidemment et moins de consommation foncière, nécessitant de repenser le modèle d'urbanisation de demain. Voilà, donc lors de cette seconde émission qui démarre tout de suite, nous allons réinterroger ce modèle de développement. Nos invités tenteront de répondre à la question suivante. En quoi les nouvelles formes d'habiter peuvent-elles être une alternative à la consommation des espaces et aux migrations des ménages? Alors cette émission va se diriger en 3 thèmes, en 3 parties plus exactement. Dans un premier temps, nos invités exposeront les évolutions sociétales et urbaines qui nous amènent aujourd'hui à s'interroger sur les modèles d'habitat désirables. François Bélanger nous parlera de cette nouvelle révolution urbaine que nous vivons aujourd'hui. Ensuite, nous essaierons de comprendre quels sont les besoins et envies des ménages. Nous parlerons du nouveau modèle d'urbanisation. Et enfin, nous terminerons avec des solutions et alternatives concernant la gestion du foncier. Alors vous aussi, je vous invite à être acteur de ce débat, de cette conférence. À tout moment, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Voilà, en bas de votre écran, vous avez le chat. Il vous suffit juste d'inscrire votre nom. Ce n'est pas une inscription où il faut entrer son mail, etc. Ce n'est pas compliqué du tout. Vous entrez juste votre nom, vous posez votre question, vos interrogations et on y répondra avec grand plaisir à la fin de ces 3 parties d'émission.
Nos invités sont là pour ça et pas d'inquiétude, vos questions seront posées de façon anonyme, bien sûr. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez une interrogation à tout moment pendant l'émission, vous nous écrivez et on vous lira à la fin de cette émission. C'est parti, la première partie. Voilà, nous vivons aujourd'hui une nouvelle révolution urbaine. Exposons tout de suite les faits avec vous, François Bélanger. Oui, merci. Oui, c'est peut-être une révolution. Le Covid nous a beaucoup aidés. Je pense que le Covid a été un formidable révélateur. C'est vrai que depuis en gros une quinzaine d'années, on sent bien que ça pique un peu avec le numérique, qu'on est en train de changer d'état d'esprit. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette image très sobre du boom pour essayer de résumer ma pensée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fin de compte, on vit sur des modèles qui ont été inventés au 19e et 20e siècle. Le premier modèle, c'était celui de la première révolution industrielle. On va dire que c'était la vapeur, qui était symbolisée par la locomotive. C'est là qu'on fait les gares, c'est là que la ville s'étale. On voit à peu près le système industriel, les modèles des usines qui vont avec et comment ça s'organise. Après, on a la deuxième étape de l'électricité, donc c'est l'ascenseur, c'est la ville qui monte. On va dire que la première, c'est Haussmann, et la deuxième, on va dire que c'est Manhattan, c'est la ville qui monte. Donc, on voit aussi comment ça s'organise. Et puis, donc, ça a été les deux révolutions industrielles. Et puis, on avait un outil qui est arrivé il y a maintenant une vingtaine d'années qui s'appelle le numérique et qui est en train de tout changer. C'est la troisième révolution industrielle. Pourquoi il est en train de tout changer? Parce qu'en fin de compte, il bascule le jeu des acteurs. Avant, c'était le bâti qui nous conditionnait. Aujourd'hui, c'est nous qui avons repris la main, et c'est le schéma que je voudrais vous montrer. C'est-à-dire qu'avant, l'individu était censé se déplacer. Il devait aller à l'école, au bureau, il devait aller à l'usine, il devait se déplacer. Il était soumis par le bâti. Voilà. Aujourd'hui, dans la rue, je dirais, avec votre paire de baskets, votre téléphone, vous êtes une PME ambulante. Sur un trottoir, vous pouvez gérer des rendez-vous, vous pouvez consommer. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous avez autant de pouvoir qu'un commerçant. Un commerçant, avant, il avait, je sais pas, 20 mètres de linéaire de façade dans une rue. Il décidait à quelle heure il ouvrait, qu'est-ce qu'il mettait en vitrine et tout. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous achetez ce que vous voulez comme vous voulez. Donc on a ce basculement, c'est-à-dire qu'on a eu du bâti, du construit, du politique, du stable qui organisait tout ça. On avait des politiques qui nous disaient, là vous passez là en voiture, là vous passez pas là. Il y a Waze qui arrive, vous dites, en fait, quand il n'y a pas d'embouteillage, vous passez là. Donc ça met le bazar partout. Il y a deux cartes. Il y a une carte de ce qui s'est construit, et puis il y a une carte de nos vécus à nous, où en fin de compte, on s'aperçoit qu'on est complètement en décalage. Voilà. Et tout ça était là, en gros, depuis une vingtaine d'années. Je rappelle, en gros, l'arrivée d'Internet en France, c'est 96. Le premier téléphone mobile, grande conso, c'est le Ola d'Alcatel, c'est 96. Donc, ça a 25 ans, 26 ans. Voilà. Donc, on a repris le pouvoir et ça change tout. Parce qu'avant, on pouvait faire ce qu'on voulait, comme on voulait. Le Covid nous a dit non, non. Là, vous n'allez plus bosser, vous restez chez vous. Et là, on a découvert tout d'un coup que la maison, elle venait le lieu où on devait tout faire. Alors que lors de la première, deuxième révolution, par contre, la révolution Haussmann, c'est quoi? C'est on sort tout de la maison. Avant Haussmann, avant que les bourgeois prennent le pouvoir, il y avait la ferme, il y avait les châteaux, il y avait la maison de l'artisan. On faisait tout à la maison. Et Haussmann sort tout, on crée les écoles, on crée les hôpitaux, enfin, c'est toute la révolution industrielle. Voilà. Et là, la maison qui était le lieu où, en fin de compte, c'était simplement un lieu où, en fin de compte, on ne faisait qu'habiter, ça est devenu le lieu du tout. Aujourd'hui, on fait tout à la maison. On fait du sport, on l'a vu pendant le Covid, on se fait livrer et tout. Donc, il n'y a plus une maison qui était juste au lieu d'habiter, et puis la maison, voilà, la maison, on veut tout faire. Et dans l'autre sens, sur le travail, c'est le contraire. Avant, pour travailler, c'était se déplacer, et là, on a découvert de façon très accélérée qu'on pouvait travailler partout. Je ne dis pas que c'est idéal. Oui, pas dans tous les domaines, évidemment, mais... Pas dans tous les domaines, et encore, on va voir que probablement, avec l'imprimante 3D, ce qu'on a connu sur le service, on va le connaître probablement sur le réseau industriel, ce qui fait que juste le rapport à l'habitat est en train de changer, il y a des nouvelles attentes. Avant, il fallait justifier de ne pas aller au bureau. Dans les années qui viennent, il va falloir justifier d'aller au bureau. Ça va être complètement, on va inverser. Donc, on va avoir une problématique. C'est quoi un quartier? Là, on mettait l'habitat avant, là, on mettait du bureau, là, on mettait consommer. Est-ce que c'est le zonage, en fin de compte, urbain qui a fait les formes de ville, comme on le voit à Besançon et comme on le voit ici? On voit des quartiers d'habitation, on voit des écoquartiers, on voit des choses comme ça. Aujourd'hui, vous arrivez dans un écoquartier, vous dites, mais en fin de compte, pourquoi il est obligé de partir? Pourquoi dans cet écoquartier, il n'y a pas un bureau, il n'y a pas une salle où il peut travailler? Voilà. C'est-à-dire qu'on est en train de complètement réinterroger nos zonages, et en fin de compte, on fait partout, et ça ne concerne pas simplement l'habitat et le travail, ça concerne le sport. Si vous voulez, le sport, aujourd'hui, on fait quasiment du sport partout. Avant, faire du sport, c'était dans un stade. Aujourd'hui, on fait du sport partout. Et 80% des gens qui font du sport ne sont pas licenciés, ne sont pas dans un stade. On a donc, si vous voulez, en train de vivre une génération, alors il n'y a peut-être pas de représentants ici directement, mais une génération qui est élevée au portable. Je fais ce que je veux, comme je veux, où je veux. Et donc, tout ce qui a normé, encadré le 19e et le 20e siècle est en train complètement de tout bouleverser.
Et aujourd'hui, en fait, c'est ce que je vous joue. Mais à la limite, l'autre jour, tout à l'heure, je disais l'autre jour, non, tout à l'heure, en venant ici dans le studio, j'ai vu Outdoor, donc même vous le comprenez bien, Besançon à ce créneau Outdoor, vous le comprenez bien que la richesse, en fin de compte, c'est pas forcément le bâti, ça peut être la campagne, ça peut être la nature et tout. Parce qu'à chaque révolution industrielle, vous avez aussi un nouveau rapport à la nature. Et ça, c'est très important. En fin de compte, Haussmann, le rapport nature, c'est comme les villes se croisent, on fait les jardins publics. Voilà. Manhattan, comme on fait des villes énormes, on veut préserver le sauvage au loin. Donc ça donne les parcs nationaux américains. Et aujourd'hui, en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut? On veut le sauvage en ville. On est dans cette étape-là. Ce qui fait que la frontière entre ville et sauvage et urbain est en train de se dissocier. Donc on est en train juste de remettre, à cause du numérique, à cause des imaginaires qui sont associés et l'accélération du Covid, complètement tout à plat. Voilà. Et c'est ça ce bazar qui est en train de se faire. C'est qu'en fin de compte, tous les outils, je vous souhaite bien du plaisir pour gérer, ce que j'allais dire, le nouveau merdier ambiant qui varie, c'est qu'en fin de compte, vous êtes sur des territoires qui ont été organisés, sur des logiques qui ont été faites il y a un siècle et demi. Et puis là, en fin de compte, en 1 an et demi, on vous enlève le tapis. Et puis, vous avez des élus, des administrés qui reprennent le pouvoir avec leurs ordinateurs, avec leur téléphone, soit, et qui fait que tout est en train d'être bouleversé. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de faire des bureaux devant une gare? Question. Ça va être un vrai bouleversement, même au niveau des logements, de toute façon. Ah bah, au niveau du logement, oui. Maintenant, on veut avoir une salle de sport chez soi, on veut avoir des tas d'activités. Et en fin de compte, mais même le logement, le logement a été fondé, le modèle du logement aujourd'hui actuel. Il faut bien comprendre que quand vous regardez les plans de Bouygues ou les plans de Nexity, je prends deux promoteurs très connus, c'est les plans d'Haussmann. Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est la salle de bain. Parce qu'à l'époque, on ne s'est pas monté l'eau. Mais il n'y a pas eu d'évolution. Ça fait quand même un siècle et demi que les promoteurs, ils n'innovent pas. Ah oui. Le balcon, ils n'ont rien inventé. Donc, si vous prenez mon collectif, bon, sauf qu'aujourd'hui, si vous avez quand même une salle de bain sur 2 en France qui fait 4 mètres carrés, qui n'a pas de fenêtre, quand on connaît le rapport au corps, on dit ça, c'est un peu déconnant. Les chambres aujourd'hui elles font 9 mètres carrés. Quand vous voyez qu'en fin de compte, la chambre, c'est devenu un loft bis pour le gamin, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est toutes nos grilles de lecture. Et aujourd'hui, on en parlera, je crois, un peu plus tard, mais la pièce préférée des Français qui ont en fin de compte une maison, c'est le garage. Pourquoi? Parce que c'est une pièce qui n'est pas connotée socialement. Donc, c'est la pièce où je fais ce que je veux. Oui, donc voilà. Syndrome liberté qui arrive. Ben oui, parce que vous arrivez chez des copains aussi, un peu le bazar dans le salon, il fait excuse-moi, c'est le bordel et tout. Il arrive dans le garage, c'est un méga bordel. T'as vu? On fait bordel, c'est moi, c'est ma personnalité. En quête de liberté. Ouais, en quête de liberté. Et il n'est pas connecté socialement. Et en fin de compte, on est en train de sortir de cette gang. Et le Covid, on va dire que c'est probablement la seule bonne nouvelle du Covid, c'est qu'il vient là, il vient marquer de façon définitive ce qu'on sentait depuis 20 ans, ce que vous racontez très bien, les gens de la grande distribution, les gens qui font du bricolage, en fin le succès de Leroy Merlin, c'est quoi? C'est l'adaptation du logement à l'habitat. Quand vous discutez avec les gens qui vendent du bricolage, de la décoration, non, on n'est pas obligé, je vous donne après, vous apporterez les bémols que vous voulez, mais c'est... Mais bon, après... je vous laisse... Non, mais la Covid apporte effectivement une nouvelle façon de vivre, mais le rapport à l'entreprise, le rapport social à l'intérieur des habitats est tout à repenser. C'est tout à repenser. Oui, c'est ça, c'est une vraie révolution du logement. Moi, vous étiez trop sur l'étalement, sur la hauteur, et pas assez dire, effectivement, on doit repenser, mais la Covid nous oblige à repenser. Mais ça, c'est ce qu'on va voir, je pense, vous l'avez dit, justement, monsieur Guyenne. Pas de la partie sociale. Ah, si, mais la partie sociale. Bien sûr, c'est la partie sociale. Mais évidemment, c'est en train de tout changer. Déjà, le logement, si vous voulez, l'idée de la chambre des parents, la chambre des enfants, toute cette vision bourgeoise, le logement bourgeois, aujourd'hui, il est arrivé au 19e siècle. Avant, il n'y avait pas la chambre des parents, la chambre des enfants, tout ça, c'est une construction qui n'est pas vieille. Hein. C'est une construction qui a 160 ans. Peut-être même vivre autrement. Oui, vivre autrement. On a tous un schéma, il est en train de changer. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. Par rapport au travail, par rapport au sport, par rapport à la consommation. Aujourd'hui, vous avez pratiquement un centre commercial qui ferme toutes les semaines aux États-Unis. Vous en avez un tiers qui sont rachetés aujourd'hui par Amazon qui en font des stocks de livraison. C'est quoi un centre commercial dans 20 ans? La jeune génération qui va décrocher de la voiture, pour qui tout vient à la maison et tout ça. Aujourd'hui, nos enfants, ils ne sont pas des consommateurs, ils sont commerçants. Ils vendent, ils achètent. Voilà. Moi, quand je suis à la maison, j'avais encore mes 2 filles récemment à la maison à Paris, mais tous les jours, il y avait un livreur où elle livrait quelque chose. Pour moi, vous vouliez réagir, Catherine? Oui, parce que vous dites le numérique met la pagaille partout, mais vous dites aussi il organise d'une manière différente et peut-être parfois très bien. Il permet aussi de fédérer des gens. Vous parlez de la course à pied, il y a un très bel élan autour de ça, etc. Je trouve que c'est plutôt aussi positif. Le numérique, il n'a pas que le côté négatif.
Enfin, il me semble en tout cas. Non, mais voilà. quand Après, il par rapport à ce qui participe à passe avant. une certaine désorganisation, mais aussi, parfois aussi, c'est plutôt aussi positif. Après, vous parliez, moi je ne crois pas que la réponse quand même, ça va être juste de faire que tout le monde ait une énorme maison avec un énorme jardin, parce qu'il me semble que ça ne va pas être possible d'y répondre comme ça. Peut-être que vous partagez la réponse aussi. Oui, tout à fait. Mais je me dis, parce qu'on presse vous dites que l'espace public n'aura plus d'importance. Moi, j'y crois encore, parce que vous dites, les parcs, etc. Alors, effectivement, dans le premier confinement, les parcs, c'était compliqué, parce que moi, je pense que la densité, effectivement, elle peut être mieux vécue si on a des espaces publics de qualité. Si on peut offrir ça aux habitants, ça peut permettre de mieux vivre la densité, parce qu'effectivement, le sport qu'on ne peut pas faire chez soi, on va aller pouvoir le faire dans un parc juste à côté, le temps plaisir avec son enfant, etc. Et peut-être que la réponse, c'est aussi d'apporter des espaces de coworking, des tiers-lieux. Moi, il me semble qu'on a été interrogé là-dessus et qu'on l'ait interrogé beaucoup. On a effectivement des logements qui ne sont pas forcément grands, pas adaptés pour recevoir beaucoup de monde. Et nous, on voit bien, même dans nos petites communes, où on est... moi, je suis maire d'une commune qui représente vraiment le côté périurbain, étalement, etc., voilà. Maire de Pelouzet. Mais tout le monde n'a pas des pièces suffisamment grandes pour pouvoir organiser les anniversaires des enfants, etc. Et on voit bien qu'on nous demande ces espaces communs. Et que je ne crois pas que la partie Covid va ne plus du tout nécessiter cette partie-là aussi, quoi. Et il me semble qu'on nous a demandé encore davantage de participation, et je crois que les communes ont un rôle à jouer dans cette nouvelle organisation-là. Après, est-ce qu'on va être en mesure de le faire assez rapidement pour répondre aux attentes? Ça, je partage que c'est effectivement compliqué. Oui. Justement, je vais donner la parole à Pierre Colnat tout de suite. Je le rappelle, vous êtes architecte urbaniste et maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy. Pierre, de votre côté, quels autres logements seraient à prendre en compte ? Alors moi, je voulais peut-être simplement ajouter à ce qui a été évoqué une des questions sociales importantes, c'est-à-dire finalement c'est l'évolution des groupes domestiques, l'évolution même de la cellule familiale telle qu'on l'imagine depuis le début du XXe siècle. Pour reprendre quelques chiffres finalement assez rapides issus des statistiques de l'INSEE, on va dire qu'un des facteurs essentiels de la fabrique du logement, c'est la question de la propriété privée française. C'est un élément spécifiquement français, puisqu'on a aujourd'hui quasiment 60% des ménages qui sont propriétaires de leur logement. Ça, c'est une première donnée qui est aussi importante dès qu'on imagine finalement le devenir de la ville et l'évolution de la ville. Il y a deux autres éléments que je voulais rapidement évoquer. C'est l'évolution de la taille des ménages, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on est autour de 2,2 personnes par ménage, alors qu'on était au-delà de 3 personnes dans un seul ménage dans les années 70. Donc on a une forme d'évolution et de rétrécissement de la taille des ménages qui s'opère partout sur le territoire. Et on a aujourd'hui plus de 15% de la population qui vit seule, c'est-à-dire qu'on a des ménages constitués d'une seule personne âgée, personne isolée. Donc on a aussi l'émergence de groupes sociaux qui sont en demande, on va dire, de services ou de situations, notamment via le logement, qui doit répondre à ça. Alors ça, c'est finalement une évolution d'une forme sociale du fonctionnement de la cellule logement. On a effectivement aussi d'autres éléments. Moi, je pense à une chose qui est la notion de double résidence, qui est en tout cas aussi évoquée par la situation Covid. C'est qu'on a des gens qui sont la notion de ménage même est remise en question, puisque la résidence principale est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'on vit à la fois dans deux villes, à la fois dans deux situations. On est peut-être d'ailleurs amené à se déplacer de plus en plus vite, ou en tout cas dans différents espaces. Et puis, la dernière chose que je voulais évoquer, c'est une des faiblesses, je pense aussi, de nos politiques d'habitat, c'est la question du mal logement, qui est un fait assez important, puisqu'on considère aujourd'hui qu'on a plus de 9 millions de personnes en France qui vivent en situation de surpeuplement. Donc on a des logements aussi qui ne sont plus adaptés finalement à l'évolution de cette fameuse cellule familiale qui a tendance à évoluer aussi rapidement. Et puis, on a plus de 12 millions de personnes qui sont touchées par la précarité énergétique. Ça, c'est des chiffres assez symptomatiques parce qu'ils nous reposent finalement la question de la fabrique du logement. Et j'évoquais ce que vous avez là à l'image, la vraie question pour moi qui est le parcours résidentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on
qu'on offre à une personne dont on sait finalement que sa situation géographique et sa situation familiale évoluent de plus en plus rapidement, comment on fait dans une forme d'unité géographique, unité de déplacement, unité de territoire, pour lui offrir la possibilité de passer d'une typologie de logement à l'autre, que ce soit de typologie individuelle ou semi-collective ou collective, en fonction de la taille du ménage. Et finalement, je pense qu'un des enjeux aujourd'hui de la ville désirable, c'est bien de permettre cette diversité de situations et de types de logements au sein de quartiers, ou en tout cas d'unités de voisinage qui nous semblent être celle qui nous correspond à un moment de notre vie. Mais c'est vrai qu'on peut remarquer que la maison individuelle est de plus en plus plébiscitée parce que c'est un peu un symbole de réussite. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt essayer de tenter de changer les mentalités? Peut-être que... Non, qu'est-ce que vous pourriez rajouter Non, sur la maison individuelle, ça a toujours été un modèle qui était dominant. C'est un modèle aussi qui correspond quand même à une classe d'âge, on va dire à partir de 25 ans, l'arrivée du premier enfant, qui ensuite est en déclin quand l'enfant part et qu'il y a le vieillissement. Donc on a aussi une difficulté, c'est qu'on dit les populations, on a des normes, si vous voulez, qui essaient de nous faire croire qu'il y a des classes moyennes et tout. Aujourd'hui, on a une diversité des aspirations, une diversité des modes de vie, et on a des typologies urbaines qui ne sont pas aussi riches que nos aspirations. Donc on essaie toujours de trop résumer, centre-ville, périphérie. Là, on a eu cette France à deux vitesses, la France des périphéries. Heureusement, il y a des bouquins qui sortent qui montrent, qui semblaient faire croire que la France des périphéries était beaucoup plus pauvre que la France urbaine. Bon, il y a quand même des gens qui ont fait du boulot depuis Dabzi, là, du CNAB, qui vient de sortir un très bon bouquin là-dessus, qui dit non, attendez, en gros, il y a des campagnes qui vivent très bien et des villes qui vivent très mal. Donc ces oppositions trop basiques, c'est son frère. Et donc on a ces difficultés aussi sur le logement. Quand on dit, c'est vrai qu'il y a des aspirations. Aujourd'hui, le logement, c'est un divorce sur deux à Paris, en France maintenant. Avant, c'était un divorce sur deux à Paris, oui. Et en province, on va dire que c'était un divorce sur trois. Aujourd'hui, c'est un sur deux à peu près partout. Donc c'est vrai que ces réalités-là, mais moi je travaille beaucoup avec des promoteurs, des investisseurs, elles ne sont pas intégrées. Et qui aujourd'hui vous en parle le mieux, c'est les gens d'IKEA qui, dans les modes de consommation du logement, vous disent, mais en fin de compte, on a été obligé d'intégrer le divorce parce qu'il y a des étapes de l'appréhension du logement qui se fait par la consommation, parce qu'en effet, comme dit très bien, le logement il ne correspond pas forcément à ce qu'on veut, donc c'est par la consommation. Et la figure du divorcé qui a 40 ans quitte sa femme et tout ça, il a des vrais enjeux. Alors le divorcé allemand et anglais, il veut récupérer comme il avait chez sa femme. Le divorcé français, lui, c'est comme s'il était gamin. Donc lui, c'est un fat boy, c'est la table basse, c'est la télévision, et le seul truc qui intéresse, c'est un délit superposé pour ses gamins, une semaine sur deux. Mais vous voyez bien que rien que sur un truc aussi bête, enfin je veux dire aussi bête, c'est comme s'il y avait le divorce, c'est-à-dire que les analyses du logement sont extrêmement difficiles. Si vous voulez, une chambre d'enfant, moi je savais ce que c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, une chambre d'enfant, le bureau, il ne travaille plus sur son bureau, c'est des fringues, il travaille sur son lit, sur un ordinateur, donc le lit même change de fonction. Et on est comme ça, on peut prendre toutes les pièces du logement qui sont réinterrogées, qui sont réinvesties. Et le Covid a encore mis encore un peu plus de bazar là-dedans. La décohabitation, c'est aussi chez les seniors. Hein. Oui, c'est plus que, en plus, c'est quand même ça aussi l'évolution. Je trouve c'est plus uniquement la quarantaine. Et justement, au niveau de la précarité, notamment souvent pour les femmes qui se retrouvent seules, c'est un vrai problème. Donc je pense qu'il faut aussi Enfin, moi, il me semble que nous, notre rôle d'élu, c'est de tenir compte justement, quand vous parlez de ce parcours résidentiel, c'est de permettre une mixité sociale, mais mixité des opérations dans tout ce qu'on fait à chaque fois, parce qu'on sait que le desserrement des ménages et cette décohabitation, elle arrive et dans tous les âges de la vie. Et donc, du coup, il faut pouvoir répondre à ça, parce qu'à chaque fois, ça engendre quand même une fragilité dans les revenus concrètes, de toute façon. Ça, c'est sûr. Yves Guyenne, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Ma collègue a raison. Effectivement, nous, en tant que responsables dans nos communes, on est obligé de réfléchir à l'ensemble des paramètres qui vont faire qu'on va avoir tel type de famille, tel autre, les aînés, les seniors, plus que seniors, etc. Donc il y a toute une réflexion à avoir dans l'aménagement de nos villages. Alors qu'avant, le dominant, c'était la famille, 2 enfants, une voiture. Enfin, c'était un schéma classique. C'est la grande conso, si vous voulez. À la limite, vous analysez le logement comme la grande conso. Tout le monde allait chez Carrefour et tout le monde est là. Bon, aujourd'hui, on fréquente de plus en plus de magasins. Aujourd'hui, on a des modes de vie de plus en plus éclatés. Et tout ce qui nous a encadrés, les gens, comme on les a mis dans les cases, aujourd'hui se délitent. Alors moi je trouve ça passionnant, personnellement, je ne prends pas ça comme une je trouve ça, je trouve que c'est la richesse de votre métier, de nos réflexions et des partages qu'on a aujourd'hui. Mais il faut faire ce constat-là, et le Covid n'est venu que confirmer tout ça,
voilà, et accélérer un petit peu. Accélérer, et je pense que ce type de débat est là. Ce qu'a dit Pierre, François. Non, mais vous pouvez m'appeler Pierre, j'ai pas de problème. Effectivement, dans l'organisation de la ville, nous sommes aussi obligés de réfléchir intergénérationnel. On peut plus, les quartiers vieillissent, les enfants partent, donc il n'y a plus cette jeunesse. Donc nous, dans notre organisation, on est obligé de prendre ces paramètres et de créer de l'intergénérationnel, de façon à ce qu'on puisse garder une certaine dynamique, aussi bien vers les jeunes que vers les aînés. Et d'entraide. Et d'entraide aussi. Et bien justement, dans la deuxième partie de notre émission, nous allons pouvoir voir les besoins et les envies des ménages dont on vient de parler. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat à tout moment. Vous n'avez qu'à inscrire votre nom et vous poser la question que vous voulez. Bien sûr, on posera ces questions à la fin de cette émission de façon anonyme. Donc surtout, n'hésitez pas à la moindre interrogation. Vous nous écrivez tout de suite la deuxième partie. Alors, quels sont les besoins et les envies des ménages? C'est le sujet de cette deuxième partie. Nous allons parler du nouveau modèle d'urbanisation et comment cela se traduit de manière opérationnelle. Avec vous, pour commencer, Anne Griffon-Boitier. Alors, vous l'avez dit, la crise sanitaire a accentué ou révélé certains besoins. Comment faire en sorte de répondre à ces nouveaux besoins? Comment construire des modèles d'habitat désirables de demain? Enfin, dites-nous ce que vous en pensez, Anne. Alors, je vais vous donner des résultats d'enquêtes, vu que nous avons fait des enquêtes. Donc, c'est des enquêtes de satisfaction, en fait, et où l'objectif, justement, c'est d'essayer d'évaluer finalement ce que les individus pensent de la forme d'habitat d'un côté, et puis d'autre part, des choix de localisation résidentielle, justement, dans les différents territoires, villes ou périurbains, puisque ce sont les espaces qui sont les plus convoités aujourd'hui. Et donc là sur le schéma que vous avez qui apparaît, donc ce qu'on voit surtout, c'est que la différence est nette dans l'appréciation de son logement, où le logement il est quand même fortement valorisé dans les espaces périurbains. Il donne une entière satisfaction dans les espaces périurbains. Il est essentiellement composé de maisons. Et par contre, à l'inverse, dans les centres-villes, on voit, enfin dans les villes-centres, on voit que la qualité de l'habitat collectif, qui est majoritaire, est beaucoup moins mise en avant et du coup beaucoup plus dépréciée. Donc ça donne même des résultats plus précis. On voit que c'est déprécié notamment pour la vue, pour l'aspect extérieur du logement, pour l'ambiance sonore, pour les voisins directs. On a quand même un certain nombre d'informations là qui montrent que les espaces urbains et denses ne valorise pas, enfin dans ces espaces urbains, le logement lui-même est peu valorisé, le logement collectif est peu valorisé. Et à l'inverse, ce qui valorise finalement la position en milieu urbain, c'est justement l'accessibilité à tous les services qu'offre la ville, le contexte urbain en quelque sorte. Et donc du coup, le contexte à la fois le voisinage ou la ville, c'est l'accès aux différents services, l'accès aux écoles, au commerce, à la culture, aux réseaux de connaissances, etc. etc. Et donc, ce qui va donner une plus-value quand même également aux périurbains, c'est notamment le voisinage. Là encore, on retrouve une plus-value concernant le voisinage avec les relations humaines qui sont valorisées dans les espaces périurbains, l'ambiance villageoise, l'accès à la campagne, qui effectivement apparaissent comme étant des critères qui sont privilégiés et qui satisfont grandement dans l'espace périurbain. Donc voilà pour ces grands éléments. En fait, dans les enquêtes, on est allé encore plus loin sur les qualités qui sont associées à la maison. C'est notamment le fait d'avoir un jardin en pleine terre, le fait de vivre dans un contexte de nature, justement, le fait de pouvoir décider seul dans l'organisation de son habitat, finalement, et puis le fait de posséder une maison à son image, et donc de la construire soi-même, justement. Et dans certains cas, c'est aussi la mobilité par le véhicule personnel qui est valorisé. Donc, du coup, je dirais que les modèles anciens ont quand même la vie dure quand on regarde les enquêtes de satisfaction.
Par contre, les gens des villes, effectivement, valorisent justement la maîtrise de leur déplacement quotidien en transport en commun et la proximité à tous les services. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Donc, en fait, tout l'intérêt dans ces analyses, c'est de voir également que derrière, finalement, ces besoins ou ces satisfactions exprimées, ça correspond en fait à s'offrir un certain mode de vie, effectivement. Et j'ai une collègue sociologue qui, elle, a développé, comment dire, à l'aide de 2 enquêtes, elle a fait 2 enquêtes sur Lausanne et sur Berne, et elle a mis en évidence finalement derrière ces différentes typologies d'habitat, 7 modes de vie qui correspondent en fait soit à des gens plutôt conservateurs ou plutôt, elle les appelle des postmodernes parce qu'elle est sociologue, mais bon voilà, c'est un langage un peu... et donc, elle va établir un lien entre ces modes de vie et les différents espaces résidentiels, choix de localisation résidentielle. Et du coup, par exemple, parmi les postmodernes, elle montre qu'il y a ce qu'elle appelle les citadins engagés qui ne veulent vivre qu'en pleine ville. Donc, on trouve également des citadins individualistes qui, eux, préfèrent plutôt les marges urbaines ou des paisibles qui, eux, vont vouloir s'implanter et en périurbain et en ville. Et donc, en fait, ça montre que finalement, derrière le type d'habitat, il y a très clairement un mode de vie bien précis. Et ça permet également de pouvoir estimer face à un projet immobilier qu'on peut mettre en place dans un certain quartier, si effectivement on a bien ciblé un public potentiel bien précis. Et exemple, c'est pas la peine de construire un projet qui propose de la mixité sociale si effectivement on est dans un environnement qui est un environnement très bourgeois et où il va y avoir peut-être des... Alors il faut en être conscient et du coup vouloir effectivement acter et faire évoluer les mentalités très clairement. Mais voilà, en tout cas, c'est une approche effectivement qui est sociale et qui permet de bien comprendre que derrière des modes d'habiter, il y a effectivement des modes de vie qui sont bien précis et qui sont assez différents. C'est pas simple de s'adapter à tout le monde. Voilà. Alors du coup, comment faire en sorte justement de répondre à ces nouveaux besoins? Parce que c'est... Eh bien, ouais. Moi, j'aurais tendance à dire aussi que l'objectif, quand on voit finalement le privilège, enfin, la manière dont on préfère la maison individuelle ou mitoyenne, enfin, en gros, c'est la maison qu'on construit à son image avec un jardin en pleine terre. Je trouve que c'est dommage de la laisser finalement essentiellement développée dans le périurbain et qu'il faudrait bien évidemment la ramener en ville et essayer de développer effectivement ces espaces qui sont plus nature, peut-être essayer d'ouvrir et de laisser une place plus grande aux espaces de maisons individuelles ou de maisons mitoyennes ou de maisons en bande, mais plus nombreuses dans les espaces urbains. D'accord. En tout cas, mieux répondre effectivement à cette envie. À ce besoin et cette envie. Voilà. Vous en pensez quoi, Pierre Colna, vous, de ce témoignage ? Alors, moi, je trouve que ce qui est effectivement fondamental, nous, dans la manière dont on conçoit les espaces habités, c'est évidemment la manière dont cet habitat s'inscrit dans son environnement. Et finalement, là où vous, élus, vous avez une forme de responsabilité et de mainmise, hein, elle est bien dans la manière dont on conçoit l'espace public. Je pense que l'espace public et donc l'environnement même du logement peut devenir réceptacle finalement, ou en tout cas permettre de désirer ces différentes formes d'habitat qu'on évoque, et donc ces différents modes d'habiter qu'on est en train de préciser en disant que tout ça ne correspond pas, il n'y a pas une forme de normalité de la manière d'habiter, mais on habite tous, en tout cas on a tous des désirs d'habiter qui peuvent être différents. Alors des exemples en tout cas de réflexion en cours dans des espaces qui ne sont pas des espaces forcément très urbains, mais on est peut-être déjà là en deuxième couronne de ville, ici sur la métropole du Grand Nancy, c'est la question du parc habité. C'est-à-dire finalement ce besoin de nature qui s'exprime, il peut s'exprimer
dans la notion d'un espace paysager public, c'est-à-dire ouvert à tous, avec différentes vocations, et avec finalement comme sens et comme enjeu fondamental de permettre à l'ensemble des logements de donner sur ce parc, c'est-à-dire que j'ai au moins un rapport visuel, voire peut-être même d'ailleurs un rapport d'accès, un rapport direct avec un espace paysager qui devient finalement une forme de colonne vertébrale de ce quartier, et au bord duquel je vais pouvoir insérer différents types de logements qui vont répondre à différentes ambiances d'espace public. Et c'est bien ça, je pense, qui est aussi important, c'est que l'espace public, ça n'est pas une unité, en tout cas, d'ambiance, mais c'est une multiplicité de situations. Et je pense notamment à des vrais besoins aujourd'hui autour des questions de jardins partagés, de gestion de l'eau et donc d'éléments d'infiltration de l'eau comme un paysage qu'on donne à voir. On a des vrais questionnements autour de la biodiversité que vous avez dû aborder la semaine passée, mais finalement l'espace public, par toute cette diversité de situations, permet certainement de loger à ses bords, à ses marges, cette diversité d'habitats ou de modes d'habiter dont on est en train de parler là. Voilà. Je pense que ça c'est un exemple qui me semble intéressant, c'est considérer que l'espace public et donc l'environnement dans lequel on habite permet d'apporter une réponse sur cette diversité de modes d'habiter. Et justement, Pierre Colnat, on a de plus en plus besoin d'espace. On parle beaucoup de besoin d'intimité. Hein, ça a augmenté depuis ces dernières années. On veut sortir chez soi, avoir de l'espace, comme vous le dites, avoir un bout de jardin, avoir du verre autour de chez soi. Comment on peut retrouver ces conditions d'habitat individuel dans un environnement plus dense? Comment ça peut se passer? Alors, il y a peut-être un point qu'on a un petit peu oublié, en tout cas nous, dans la fabrique urbaine depuis, je pense, une vingtaine d'années, c'est la notion d'intimité. Et cette notion d'intimité, elle ressort de plus en plus d'enquêtes sociologiques, notamment sur le désir d'habiter, c'est-à-dire qu'on a réfléchi sur un désir de nature en ville pour essayer de retrouver ces conditions d'habitat individuel, notamment liées à son petit bout de jardin. Ce qu'on a certainement largement sous-estimé, c'est ce besoin d'espace d'intimité qui, pour moi, dans des formes issues d'un patrimoine, hein, c'est vraiment la question de réinterroger nos formes urbaines de notre héritage pour essayer de comprendre finalement que le logement, c'est souvent un espace qui est orienté, qui a un avant, qui a un arrière. Et ça, je pense que c'est une donnée fondamentale, c'est-à-dire qu'on n'habite pas de la même manière quand on est sur une rue que quand on est sur le jardin. On a finalement ce besoin d'espaces intermédiaires, d'espaces interstitiels qui nous permettent dans le logement d'avoir des zones calmes et des zones ouvertes sur l'espace public. Et je pense que ce rapport d'intimité avant-arrière du logement, qu'est-ce qu'on considère comme étant des pièces intéressantes, c'est-à-dire le jardin, j'ai besoin de pouvoir m'y retrouver dans une forme d'intimité sans avoir des vues croisées de 20 logements autour de moi. C'est finalement la notion du cœur d'îlot historique, hein, c'est ce qu'on a souvent perdu, je pense, dans nos tissus pavillonnaires, la notion de cœur d'îlot intime et puis de rue qui, elle, peut être le réceptacle de la vie et des relations de voisinage qu'on évoquait jusqu'à présent. Et je trouve qu'on a des références extrêmement intéressantes, notamment une notion que je trouve particulièrement stimulante, qui est la notion de béguinage, qui est un espace hérité du Moyen-Âge. Hein, le béguinage, qui est une notion aujourd'hui réinterprétée par nombre d'architectes dans cette question du rapport entre densité vécue, densité réelle et puis espace d'intimité. Et dans ces béguinages au XIIe, XIIIe siècle, on a bel et bien un rapport de l'intimité par une cour privée, par un rapport d'entrée, par un mur de clôture, par un espace de l'entre-soi où on sait finalement retrouver cette logique d'intimité, et des espaces ouverts liés finalement à cette forme de partage, d'espace collectif, qui peut être une cour, qui peut être un jardin, qui peut être une rue, qui peut être une ruelle, qui peut être une allée, qui peut finalement s'exprimer dans plein de dimensions, qui s'exprime dans le cadre d'un béguinage par un espace de culture potagère, maraîchère, partagée, mais qui, je pense, dans notre vie contemporaine, peut s'exprimer aussi peut-être par des fonctions partagées. C'est la chambre partagée, c'est l'espace de convivialité partagé, c'est l'espace de coworking partagé, mais on a ce gradient d'intimité entre finalement ce qui est plutôt de la sphère privée, complètement privée, et la sphère publique. Et à mon sens, la ville dense,
la ville urbaine dense, dans cette forme de réinterprétation du logement individuel, doit retrouver l'ensemble de ces codes et l'ensemble de cette gradation que j'évoque à l'instant. Merci beaucoup Pierre Colna. Yves Guyenne, peut-être des réactions à la notion d'intimité? Tout à fait, parce que pour le vivre et l'avoir vécu, aujourd'hui nous sommes dans des lotissements qui se voulaient écoquartiers et qui malheureusement, du fait des lotisseurs, des aménageurs, l'ont quand même construit comme des lotissements des années 80. 90. Et donc, on perd de l'intimité, comme on ne l'avait pas imaginé au moment où on a délivré le permis d'aménager. Le permis d'aménager, quand le Conseil a voté, vous trouvez que cet écoquartier allait bien dans notre commune. Et aujourd'hui que cet écoquartier est terminé, à part nous et les voiries partagées, on n'a pas d'éléments qui puissent nous dire effectivement vous êtes réellement dans un écoquartier avec des parkings éloignés, avec des trages pour se déplacer en piétonisation. Et donc là, alors c'est dû à quoi? Moi je pense que la densification de la première couronne du Grand Besançon fait qu'en imaginant des petites parcelles, l'aménageur ou le lotisseur, lui, il a une notion de rentabilité sur ce qu'il a acheté en termes d'emprise foncière. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître aujourd'hui? Ces petites parcelles, on voit apparaître du parvu. Les gens s'isolent, supportent plus leurs voisins dans le bruit. Il faut réglementer les heures de tonte. Personne ne respecte. On a véritablement, en tant qu'élu et responsable, des difficultés pour pouvoir gérer ce type d'aménagement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'avec le recul et l'expérience que j'ai, si le terrain qui était, les 6 hectares, les 8 hectares qui étaient à vendre, je pense que la commune aurait préempté de façon à pouvoir organiser elle-même son aménagement et pas le laisser à des lotisseurs. Oui, les réhabiliter à votre façon. Et les réhabiliter à notre façon. Si je peux ajouter simplement une chose, puisque vous évoquez la notion du jardin qui est aussi un espace conflictuel, je prends souvent la référence d'un petit jardin de 100 mètres carrés. Et ce petit jardin de 100 mètres carrés, dans du tissu d'habitat pavillonnaire, pour moi, il peut s'exprimer de deux manières. C'est-à-dire, on visualise assez bien un jardin qui fait 10 mètres sur 10. C'est un carré qu'on peut situer à l'arrière de l'habitation. Et finalement, dans ce jardin, il peut s'y passer des choses. C'est un espace où on peut, gonfler une piscine l'été, où on peut planter un arbre, etc. Alors que lié finalement à la structure de la parcelle et de la forme de la parcelle, ce même jardin de 100 mètres carrés peut s'exprimer d'une autre manière, c'est-à-dire une bande de terrain de 2 mètres tout autour de l'habitation. Et souvent, on se rend compte, en tout cas dans les découpages des lotissements, on va dire, un petit peu classiques, me semble-t-il, sur des parcelles de proportions carrées. L'habitation vient quasiment au milieu de la parcelle et on se retrouve avec un petit jardin qui est un élément finalement non orienté. Je le disais, l'avant, l'arrière dans le logement. Le jardin, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a le jardin à l'avant. On a des très très beaux exemples et je pense que dans Besançon, vous avez aussi ce rapport-là de maison de ville avec le jardin d'agrément, le jardin de représentation qui est un petit jardin à l'avant de l'habitation qui sert finalement aussi de mise à distance, mais d'un espace de représentation, et on a un jardin à l'arrière. Et ces qualités-là, je pense que, et sans se le cacher, il y a une notion importante qui est celle de la mitoyenneté, qui n'est pas forcément liée à une double mitoyenneté, mais on se rend compte que ces qualités-là, on les retrouve dans un habitat qui est en tout cas en partie mitoyen, avec un jardin qui est plutôt dans une proportion allongée et non pas sur un espèce de petit bout de terrain résiduel qu'on a autour de la maison et finalement qu'on ne sait pas ni utiliser ni bien approprier, hormis finalement faire des courses de tondeuse le samedi en famille.
J'ai encore jamais vu ça. Hein. Mais, non, mais moi, je peux oui. témoigner vraiment de ce que vous dites, parce que alors, dans l'exemple inverse, dans les années 80, l'élu qui m'a précédé là, donc, avait autorisé, donc, et même conçu donc, une opération avec beaucoup de densité, ce qui n'était pas très à la mode. Ça a très très bien marché. Et honnêtement, j'ai aucun problème de voisinage dans cette opération. C'est 4-5 arts. Ça a été très bien conçu et c'est exactement ce que vous dites. Les maisons sont un petit peu à l'avant avec un tout petit recul. Par contre, ils ont vraiment un fond de parcelle qui permet d'avoir un petit jardin, un espace. Voilà, c'est conçu, il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a aucun problème. Les gens, ils savent qu'ils ont 4-5 arts, donc ils ne peuvent pas faire des choses. Voilà, ils sont conscients quand même que les voisins sont juste à côté. Et moi, je trouve que finalement, parfois, les gens qui disposent de 10-15 arts, qui ont acheté le droit au silence, le droit à la paix, et ils ont payé cher pour ça, sont beaucoup plus exigeants, justement, avec le bruit de tondeuse, la fumée de barbecue. Moi, j'ai même eu l'odeur de la piscine. On a plein de situations, et parfois, ce n'est pas forcément au sein des habitations les plus denses. Donc, moi, je trouve qu'il faut quand même relativiser, parce que ce n'est pas que ça, et pas imaginer que parce qu'on a 8 arts, tout se passe extrêmement bien, parce que je ne crois pas que c'est toujours le cas, et les grands arbres qui posent problème, qui font de l'ombre sur la piscine du voisin, etc. On a des conflits aussi pour ça. Mais je pense vraiment que c'est la qualité de comment c'est dessiné. C'est la même chose que quand on imagine une opération avec des petits balcons, mais qui donne sur un boulevard. C'est quoi l'intérêt? L'usage, voilà, les gens, ils ont un balcon. Mais oui, ils ne pourront jamais l'utiliser, soit pour le bruit, soit parce que le balcon, on a un vrai vis-à-vis, ou on est en pied d'immeuble, et puis du coup, voilà, il n'y a pas de possibilité. Et je suis sensible aussi à ce que vous dites par rapport aux opérations en pied d'immeuble. J'ai visité, moi, avec des bailleurs sociaux, des opérations long de Confluence, Lyon, ils ont vraiment réinvesti tous ces pieds d'immeubles avec des associations, ils ont ramené là des jardins partagés, etc. Les gens sont là, finalement, très naturellement, les problèmes d'insécurité se sont un petit peu éloignés, sans qu'il y ait une guerre déclarée, mais parce que les jeunes qui étaient là ne se sentaient pas très bien avec les familles qui étaient en train de jardiner, donc ils sont allés faire ça plus loin. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais en tout cas, ça a permis quand même de retrouver une vie apaisée dans ces pieds d'immeubles par ce côté-là, et avec la création naturellement aussi d'îlots de fraîcheur, d'une certaine autosuffisance, enfin, peut-être pas autosuffisance, mais en tout cas le début au niveau alimentaire. Et il y a plein de choses qu'on peut faire quand même, je trouve, pour améliorer, sans qu'il y ait beaucoup de mètres carrés à réinvestir. Parce que nous, élus, par contre, on a quand même, dans cette double complexité, on a quand même le ZAN, la zéro artificialisation nette des sols, qu'il va bien falloir qu'on mette en place. On a des objectifs de sobriété foncière qu'on met déjà en place dans tous nos documents. Et le fait de faire la densification, on n'a juste pas le choix, y compris en périphérie. Je veux dire, on fait plus les lotissements en tablette de chocolat, ça n'existe plus maintenant non plus. C'est plus possible maintenant dans nos documents d'urbanisme. Bien sûr. Et il y a d'autres choses aussi. Il y a aussi certains quartiers, certains logements qui sont un peu laissés à l'abandon. Justement, Anne Griffon-Boitier, je voulais vous poser la question, comment redonner une valeur à des logements qui sont parfois justement dégradés? Est-ce que vous pouvez nous parler du projet du Grand Parc à Bordeaux? Donc ce projet, c'est un projet qui est mené par deux architectes qui s'appellent Lacaton et Vassal, donc qui réhabilitent là. Ils ont déjà fait des réhabilitations à Paris. C'est un deuxième quartier dont ils font une réhabilitation énorme. C'est 530 logements sociaux dans le quartier du Grand Parc. Et donc en fait, leur objectif, c'est de faire passer finalement, d'agrandir essentiellement l'espace habité. Et en gros, ils font passer un immeuble qui est quand même pas très sympathique vu de l'extérieur à quelque chose d'immeuble de standing. Oui, plus aéré. Plus aéré. Et surtout, ils ajoutent en fait des tabliers, un énorme tablier de 4 mètres devant chaque appartement. Et donc, ça fait des terrasses qui sont gigantesques. C'est ce qu'ils appellent des jardins d'hiver. Parce que finalement, le principe, c'est l'ensemble des balcons peuvent être fermés. C'est au choix des propriétaires? Ah non, ce n'est pas au choix des propriétaires. Tout est possiblement fermé en hiver, en fait. Et du coup, ça leur permet d'améliorer aussi considérablement la consommation énergétique
de ces immeubles. Et donc voilà, et ils font ce choix parce que finalement, ils disent quand on regarde les immeubles de l'extérieur, c'est pas forcément très sympathique. Par contre, quand on regarde la manière dont les gens vivent à l'intérieur, c'est des histoires relativement riches et on n'a pas envie de casser ça. Et en plus, la structure des immeubles, alors elle est évaluée préalablement, et donc du coup, elle vaut la peine d'être réhabilitée, et donc ça agrandit considérablement l'espace. Alors en fait, c'est aussi un moyen, c'est tout du logement social. Ça coûte beaucoup moins cher, hein, c'est 3 fois moins cher de réhabiliter comme ça que de détruire, en fait. Donc le choix est vite fait. Je pense que ça doit renforcer les rapports sociaux, parce que les gens se sentent bien chez eux, voilà. Donc les rapports sont différents. Voilà, c'est exactement ce qu'ils disent finalement. Les gens ont moins envie de déserter aussi. Ben oui. Voilà, les gens ont moins envie de partir dans le périurbain pour s'installer en maison, parce que finalement, c'est avoir une maison, transformer son appartement pour en gagner finalement un jardin d'hiver, un espace équivalent un peu au jardin, et avoir finalement ça améliore aussi le confort de vue, ça améliore la luminosité à l'intérieur du logement. Donc il y a vraiment un gain qui est assez formidable dans l'ensemble de ces opérations. Donc voilà, l'hackathon, elle est vraiment, elle a pour optique aussi d'améliorer l'image du logement social en le rénovant plutôt qu'en le détruisant. C'est aussi son fer de lance à l'heure actuelle. D'accord. Donc voilà. Très Et bien. je trouve que c'est une belle manière aussi de dire qu'il n'y a pas besoin de maison en tant que telle, qu'on peut réinvestir la ville avec des logements beaucoup plus vastes et que ça va permettre peut-être de concurrencer ce modèle éternel de la maison individuelle qui n'est pas forcément idéal. Il y a aussi plein de désavantages à la maison individuelle. Dans les deux côtés. Justement, donc, voilà. On va y revenir, merci beaucoup Anne, on va y revenir avec Pierre Colnat tout de suite. Donc, on en parle depuis tout à l'heure, la maison individuelle reste le type de logement le plus demandé en France. Alors, comment la forme de la maison individuelle peut-elle être adaptée, Pierre ? Alors c'est sûr que l'évolutivité de la forme urbaine et de l'habitation, c'est un vrai enjeu quand nous, on intervient sur la question de la forme urbaine et quand les architectes interviennent sur la question de l'architecture même du logement. Je pense qu'il y a plusieurs pistes qu'il faut qu'on garde collectivement en tête, hein, c'est-à-dire quand même qu'à l'échelle d'un quartier et donc de la forme urbaine, il nous faut absolument conserver des possibilités ou des opportunités de complémentarité, notamment sur des services, sur des espaces partagés évolutifs. Je sais que pour travailler finalement sur de nombreuses friches, notamment hospitalières et militaires, on a tout un patrimoine assez remarquable qui, de toute façon, est à sauvegarder et à préserver, dans lequel la question du logement peut évidemment se poser, mais en tout cas, dans le temps du projet, dans le temps de la ville, il faut que même dans des quartiers d'habitat finalement très orientés sur des considérations logement, on puisse retrouver des situations où on puisse se retrouver, échanger, c'est pourquoi pas une crèche, un restaurant, un espace de coworking. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles nous, on se mobilise, qui ne répondent pas, on va dire, fondamentalement à l'évolutivité du logement, mais qui répond à une certaine manière de penser le devenir de ces quartiers-là sans opérer finalement leur évolution dans 20 ans, et c'est des espaces qui peuvent être complètement réversibles. Ça, c'est une première, à mon avis, piste à l'échelle du quartier. Sur le logement lui-même, je pense qu'il y a différentes hypothèses. Il y a une hypothèse qui me semble assez porteur, si je peux me permettre, qui est la question de la structure du logement, en tout cas de l'habitation, la structure constructive. En tout cas, on est aujourd'hui dans des régions et des secteurs sur lesquels des filières sont en train de se constituer, notamment autour de la construction bois. Je pense notamment, nous, en Lorraine, sur des départements des Vosges, mais voilà, je sais que vous avez aussi ces filières-là qui se développent dans vos territoires. La manière dont finalement les élus, dans la construction même d'un quartier, sont prescripteurs, ou en tout cas sont demandeurs, que les constructions qui se montent soient liées à une structure simple et que cette structure elle soit évolutive. Alors je vous ai mis ici un exemple, hein, c'est un bâtiment plutôt collectif, donc on est sur des formes urbaines qui ne sont pas de l'habitat individuel, mais c'est certainement encore plus simple
dans de l'habitat individuel, que cet habitat individuel puisse évoluer par l'adjonction de structures, par la suppression d'une partie de l'habitation, en tout cas que la structure même du bâtiment puisse prendre en charge cette évolutivité dans le temps, puisqu'on construit quand même pour des générations aussi futures, et on en a parlé en introduction, cette forme d'évaporation des typologies de ménages qui nous semble assez compliquée. La troisième chose qui apparaît ici là, sur le centre de l'image, c'est la place de l'expérimentation, c'est-à-dire se donner le droit d'expérimenter des choses, notamment dans du tissu pavillonnaire, ou bien dans de la réhabilitation un petit peu conséquente. Vous avez là un exemple sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment avec l'école d'architecture de Nancy et puis un bailleur social, en l'occurrence Batigère, qui était la recomposition Sanadin, avec une dimension finalement hauteur sous plafond extrêmement importante, et la manière dont le logement va pouvoir venir se glisser dans cette organisation, cette structure de bâtiment qui était évidemment pas faite pour ça. Et pour le coup, je pense qu'une des vraies forces de ce dispositif, c'est de s'appuyer sur les qualités d'un bâtiment, en l'occurrence là, cette grande hauteur sous plafond, qui me semble-t-il est aussi un élément à réintégrer, notamment dans nos rez-de-chaussée de ville, hein, c'est-à-dire plus on a des rez-de-chaussée suffisamment hauts, plus on sait que ces rez-de-chaussée vont pouvoir évoluer. Une boutique avec mezzanine, éventuellement du logement en duplex, voilà, on sait que ça c'est des choses qui sont des éléments importants. Et puis, cette hauteur sous plafond, elle nous permet d'imaginer des espaces mobiles. Ici, en l'occurrence, voilà, il s'agissait du lit qui venait se glisser sous le salon. Enfin, voilà, il y avait des éléments mobiles qui venaient se déplacer. Et le logement social qui va voir le jour, en tout cas sur ce bâtiment-là, reprend un certain nombre de codes liés à cette évolutivité du logement. Ce que M. Bélanger évoquait aussi, c'est la manière dont le salon sert aussi de chambre à coucher, que la chambre à coucher sert aussi d'espace de travail, et que le logement lui-même, par notamment des dispositifs d'évolutivité à l'intérieur même du logement, c'est des clés de réponse. Je ne dis pas que elles sont uniques, mais en tout cas, c'est des éléments qu'il faut peut-être avoir en tête et qu'il faut se donner le temps, je pense notamment autour de l'expérimentation, se donner le temps et se donner ce permis de faire, ce permis d'essayer, ce permis d'expérimenter collectivement pour arriver à tirer des expériences intéressantes. Oui, donc construire par anticipation, en fait, si on peut dire, essayer. Une réaction peut-être, Catherine Barthelet, justement, ou une question à l'échelle du territoire du Scott ? Non, vous avez raison, parce que c'est extrêmement dommage. On constate, nous, la difficulté de pouvoir rénover toutes ces maisons des années d'après-guerre, et même jusqu'en dans les années 70, où finalement, vous disiez, c'est super les garages, mais on a des immenses sous-sols, et puis finalement, aucun accès direct sur l'extérieur, et ça ne correspond plus du tout à ce que souhaitent les ménages maintenant. C'est sur du garage individuel. Non, mais je plaisante, mais je vous charrie. Mais sur les garages collectifs, allez au Japon, il y a aujourd'hui, il y a des combats qui sont menés, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Oui, mais je veux dire, dans ces maisons, vous voyez ce que je veux dire, ces maisons des années 50, avec les tout petits balcons, on ne peut pas, finalement, ne pas manger, avec, et cette difficulté aussi de ne pas avoir d'espace directement pour pouvoir aller à l'extérieur, et elles sont compliquées à faire évoluer. C'est aussi compliqué, on peut avoir des maisons avec 100, 150, 160 mètres carrés, et par contre, c'est difficile d'accueillir, je ne sais pas, tout simplement, on pourrait avoir du mal à séparer le logement pour pouvoir accueillir les grands-parents, la grand-mère, voilà, qu'on pourra accueillir un moment pour éviter un passage en EHPAD rapidement, quelque chose comme ça, ou voilà, en maison, en structure. Mais l'intimité dont on a besoin fait qu'on est dans des codes sociaux qui sont quand même compliqués maintenant. C'est aussi, on voit dans ces phénomènes de décohabitation, les jeunes qui vont et qui reviennent, les études longues, et puis finalement, le stage, ça n'a pas marché, ou je ne sais pas quoi, ils reviennent, mais bon, revenir à 25 ans, ou revenir à 30 ans avec un enfant sous le bras, etc. Bon, et c'est vrai que c'est difficile dans les maisons qu'on a actuellement de pouvoir facilement opérer une reversion, une conversion de manière aisée. Et je me dis vraiment, c'est dommage qu'on ne réussisse pas à avoir des nouveaux modèles comme ça, qu'on le prévoit pas davantage pour pouvoir faire évoluer tout ça, sachant que justement tout ce qu'on a comme objectif de sobriété foncière devrait nous encourager à pouvoir opérer ces mixités au sein de nos grandes maisons, parce que tu l'as dit, on a plein de quartiers où finalement tout un quartier vieillit en même temps. On a des quartiers, un collègue à Miseray me disait, j'ai le quartier des retraités, c'est pas du tout méchant, c'est juste une observation, un constat qui est très sympathique au demeurant, mais c'est vrai qu'il y a quand même, c'est dommage quand il n'y a pas eu cette mixité, et même si eux ils ont beaucoup d'espace,
finalement, l'offrir à un jeune qui aurait besoin d'un logement, à quelqu'un de plus âgé, etc., ça va être difficile à opérer. Donc voilà, je trouve que c'est dommage. Il n'y a pas aussi, dans le cas de réhabilitation, comment dirais-je, la problématique des normes. Si vous avez un logement que vous voudriez louer, vous avez des normes handicapées, des normes de... Et là, c'est difficile des fois de réhabiliter une maison si vous ne correspondez pas aux normes de location. Et donc ça aussi, c'est une difficulté, je pense. Pierre Collat, vous avez peut-être des éléments de réponse à donner justement. J'ajouterais finalement, à mon avis, une vraie force de nos tissus pavillonnaires dans leur capacité à évoluer, qui me semble être la dimension foncière, c'est-à-dire la dimension du parcellaire. Alors effectivement, le parcellaire, il a souvent été découpé de manière relativement anarchique, mais en tout cas, dans des certaines périodes de construction de ces logements individuels, notamment dans les années 60-70, on a construit sur des grandes parcelles. Et c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est des générations de retraités, les enfants sont partis, c'est des couples, voire même des personnes seules qui se retrouvent dans ces maisons, souvent aujourd'hui assez mal isolées. Donc on a une vraie problématique de gestion énergétique de ces fameuses passoires, on les appelle maintenant des passoires thermiques. La vraie plus-value, en tout cas, de ces propriétaires, c'est leur terrain. C'est-à-dire ils ont à disposition un gisement qui peut complètement être transformé. C'est d'ailleurs tout ce que la démarche BIMBY a engagé depuis déjà des années. Vous trouverez nombre d'informations sur Internet si vous tapez BIMBY. C'est des programmes de recherche qui ont été lancés par l'État, qui ont été soutenus, qui ont été lancés dans des collectivités, pour montrer finalement que ce gisement foncier pouvait permettre d'accueillir et un logement en plus, et un atelier, et quelque part cette forme de densification qu'on est en train d'évoquer ensemble, avec pourquoi pas le redécoupage d'une partie de la parcelle, la construction en fond de parcelle, la construction sur le côté en mitoyenneté. Et donc pour ces personnes finalement retraitées qui se disent mais finalement qu'est-ce que je fais de cette grande maison vide qui me coûte énormément d'argent en chauffage, et ben peut-être que pour eux leur objectif c'est de rester dans leur quartier, donc c'est de se construire un nouveau logement neuf en fond de parcelle ou en mitoyenneté, et par la revente du terrain permettre finalement de se on va dire débarrasser d'une maison qui va être remise sur le marché et qui va permettre certainement à un nouveau couple avec enfants de venir réinvestir ce logement qui leur était trop grand et qui devient peut-être plus en lien avec des nouvelles types de familles. Donc je parlais un moment d'introduction de ce parcours résidentiel, c'est comment ces tissus individuels, ces tissus pavillonnaires, on essaye de retrouver aussi ce parcours résidentiel, et que cette densification par le foncier, par le parcellaire, qui est une démarche complexe, parce que finalement, c'est une des difficultés de ces tissus, c'est qu'on est sur un morcellement foncier très important. On a une collection de propriétaires qui n'ont peut-être pas toujours bien envie de collaborer entre eux, et c'est leur montrer l'intérêt collectif de venir travailler cette densification, qui peut être de la densification en cœur d'îlot si on arrive à réunir plusieurs terrains, qui peut être une densification à la parcelle en fonction des opportunités de chacun, mais finalement, la règle qu'on va leur donner, et donc je pense aussi ces règles réglementaires sur lesquelles vous allez devoir tous collectivement travailler, c'est la manière dont on accepte et dont on encadre cette densification pour qu'elle soit la plus désirable aussi possible. C'est-à-dire qu'on ne se dise pas, mais finalement, on nous parlait d'un avant, d'un arrière, et puis si je remets une maison à l'arrière, finalement, je vais recréer de la nuisance. Mais essayer de travailler, et je pense que là, nous, les architectes, on a, je pense, toute notre expertise et toute notre pertinence à intervenir pour travailler sur des logements qui ne soient pas uniquement standardisés, mais qui soient complètement adaptés à un contexte qui est le contexte de parcelles, de cœur d'îlot, d'un quartier en particulier, pour venir réinsérer ces éléments-là. Oui, si je peux me permettre juste que, sauf quand même, là vous artificialisez quand même à nouveau du foncier, vous allez quand même artificialiser des sols, et ce sera à comptabiliser que si on s'en tient à la loi climat et résilience actuelle, de la même manière que si vous artificialisez une terre agricole en extension. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est vécu. Donc pour nous, ce ne sera pas vraiment une solution pour répondre à la sobriété foncière. Le fait de ne pas se dire ce logement qui accueille pour l'instant une personne va en permettre d'en accueillir plusieurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je ne suis pas très sûre que la personne qui a 80 ans va se lancer dans la construction d'une maison à côté de chez elle, etc. Je crois plutôt au fait de l'aider à refaire son logement. Et par contre, le découpage parcellaire, à mon avis, il arrive tout simplement par la pression du foncier. Parce qu'en ce moment, on organise la rareté du foncier,
on l'organise nous-mêmes avec ces objectifs de sobriété que je partage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on organise une crise et on voit bien le prix du foncier qui est peut-être encore raisonnable chez nous, mais je discutais avec des collègues de Montpellier qui nous évoquaient le prix au mètre carré, font que les fonds de parcelles, ça se fait tout seul parce qu'on n'a juste pas le choix aussi, tout simplement, tellement le prix du foncier est inaccessible pour les jeunes ménages et que c'est aussi une opportunité peut-être pour pouvoir rénover la maison à côté, quoi. Moi, j'ajoute quand même une vraie plus-value pour vous, élus, et pour vous, collectivités, finalement, de cette forme de densification qu'on pourrait appeler douce ou organisée si effectivement plusieurs privés se mettent ensemble pour imaginer ce type de projet. C'est que finalement, toutes les infrastructures, tous les réseaux, et donc finalement, ce qui a un coût, nos fameux VRD, nos voiries réseaux, sont déjà là. Voilà. Et ça, c'est un avantage financier qui est incontestable pour vous, collectivités. Alors, c'est sûr que pour le particulier, il va se dire que finalement, ça a peu de sens, mais effectivement, dans le parcours résidentiel, c'est-à-dire que la personne âgée, si elle vend un bout de terrain, elle va peut-être pouvoir permettre de rénover son logement et peut-être d'avoir 2 logements superposés pour elle s'installer en rez-de-chaussée et éventuellement accueillir en location des étudiants au-dessus. Voilà, on est en train de changer de modèle. Ça demande quoi? Ça demande de la pédagogie, ça demande du temps et ça demande aussi d'anticiper ça sur des règles en se disant à quel endroit nous semble intéressant de privilégier cette densification douce, l'encadrer et la porter politiquement. Et justement, du coup, le point de départ serait peut-être l'anticipation. François Bélanger, comment on peut anticiper justement ces évolutions de logement et comment, à travers la consommation, est-il possible de déterminer les modes de vie? Est-ce que c'est possible? Alors, anticiper, je ne sais pas. Enfin, si, on pourrait être plus sociologue et moins architecte ou moins urbaniste parfois. C'est vrai qu'on peut quand même analyser. On pourrait se mettre, mais je crois qu'on avait parlé avec Pierre au moment de la préparation. Moi, j'avais dit c'est dommage qu'à cette réunion, il n'y ait pas le patron du Leroy Merlin du coin, ou le patron, alors il n'y a pas d'IKEA dans le coin, mais ces gens-là, en fait, quand ils vous font un casto, mais ils vous font, en fait, non, mais en fait, quand ils vous montrent, parce que je comprends très bien ce que veut dire Pierre, et dans sa position d'architecte, voilà, d'imaginer on va construire et tout, et je vous rejoins, la dame de 80 ans, je ne suis pas sûr qu'elle a envie d'avoir des gamins et des jeunes à côté d'elle, et puis qu'elle a envie de se lancer dans le chantier. Et donc, qui aujourd'hui, en fin de compte, les capteurs, je ne veux surtout pas me faire le porte-parole du grand capital et de la grande distribution, voilà, mais c'est juste, j'apporte l'élément qui manque ici. Ces gens-là, ils vous racontent plein de choses. D'abord, ils vous racontent, par exemple, IKEA, ils vous disent, mais aujourd'hui, de toute manière, nous, sur le logement, avant, on avait des typologies qui étaient simples, le cadre, on savait ce qu'il voulait et tout, vous preniez 2 cadres, sauf que maintenant, vous prenez 2 cadres dans un immeuble collectif, même étage, la même femme blonde, le même nombre d'enfants de même âge, ils ont 2 modes de vie différents. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est obligé de remettre à plat la façon dont l'habitat est investi. Et donc, il décompose par l'enfant qui part, qui va s'acheter au début un meuble, ensuite il va se mettre avec sa copine ou son copain, après il y a le premier enfant. Donc, ils ont redécomposé, si vous voulez, beaucoup plus par de la sociologie des modes de consommation, si vous voulez, qu'à la limite par du bâti. Quand Leroy Merlin vous explique très bien que le jardin c'est la 5e pièce, donc ils ont des typologies, des langages qui sont d'une richesse absolument exceptionnelle. Je vous assure, quand vous les écoutez, faites-les intervenir si vous pouvez les inviter à une autre émission, mais c'est des gens qui sont géniaux. Parce qu'en fin de compte, et c'est le patron de la chambre syndicale du bricolage qui m'avait dit ça, je lui dis, mais le bricolage, je faisais un bouquin sur l'habitat il y a une vingtaine d'années, et puis je dis, le bricolage, ça marche bien. Il me fait, mais non, arrêtez François. Je veux dire, sur 100 bricoleurs, il y a 90% de bricoraleurs, quoi. C'est juste le mec, sa femme, ça fait 15 jours qu'il a sur le dos, il n'a pas le choix, donc il va bricoler. Et les femmes qui bricolent, c'est juste que le mari a décidé d'être une moule, il ne va pas bouger, donc elle décide d'aller, et donc Leroy Merlin dit ensuite, oui, les femmes elles ont le bricolage. Pas du tout, c'est juste, elles n'ont pas le choix, si vous voulez. Donc après, c'est comme lorsque Pierre, tu parlais de la mobilité, des meubles qui bougent. Moi, j'ai travaillé pour le VIA, Valorisation et Innovation de l'ameublement. C'était vendu, les meubles à roulettes. Les meubles à roulettes, d'abord, ils bougent une fois sur 2. En général, ils ne bougent pas. La table à roulettes, on passe aspirateur. Vous voyez, c'est comme l'espace Renault qu'on nous a vendu, comme on la retourne. C'est du pipeau, ça, c'est des imaginaires de consommation qu'on vend. Je vous mets au défi d'avoir vu quelqu'un retourner un jour ses sièges de Renault pour pique-niquer au bord de la route. Jamais. On est bien d'accord. Hein, c'est le meuble qui se lève, qui se descend et tout ça, ça marche 2 fois. La 3e fois, on le laisse en bas, on le laisse en haut. Mais voilà. Donc, il y a des imaginaires comme ça de consommation, mais qui sont intéressants à comprendre et à analyser parce que ça veut dire quoi? Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui, mais qui n'est pas simplement la difficulté du logement, qui est la difficulté des magasins, tout. C'est qu'on a des modes de vie aujourd'hui qui sont tellement rapides, qui évoluent tellement rapidement et tout, qu'aujourd'hui, et là je rejoins assez Pierre, c'est faisons des choses les plus simples. Arrêtons de nous raconter des grands baratins sur l'urbanisme, surtout qu'en plus les grands baratins qu'on se raconte sur l'urbanisme, ça ne marche pas. Depuis 30 ans, l'obsession des pouvoirs publics, c'est la densité et le transport collectif. Les Français n'aiment pas la densité, ils n'aiment pas le transport collectif. Le Covid prouve que la villa, c'est comme le bonheur, et avec la voiture électrique, on n'aura même plus mauvaise conscience d'utiliser la bagnole.
Voilà, il faut aussi faire ce constat-là. C'est-à-dire que le discours... C'est de la lobotomisation, finalement. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que je fais évidemment, avec ma façon de me parler, mais je mets évidemment le bazar. C'est-à-dire, on est dans cette situation-là. C'est pas que je veux pas vous répondre, mais dans une situation où, en fin de compte, on s'aperçoit que toutes nos certitudes, moi, j'ai fréquenté beaucoup le ministère, ça s'appelait d'équipement à une époque et maintenant développement durable. Voilà, tout ce discours que j'ai entendu, mais vous le prenez et vous le mettez à la poubelle. Je ne dis pas que la densité n'est pas bien, je ne dis pas que le transport collectif n'est pas bien. Aujourd'hui, vous avez 30% des gens qui habitent en Île-de-France qui vous disent « je ne prends plus de transport en commun ». Aujourd'hui, vous avez 20% des moins de 18 ans qui disent « consommer, c'est plus aller dans un magasin ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez 4 gamins autour de... Ils parlent de consommation, ils parlent de site, ils ne parlent plus de magasin. Donc on est, si vous voulez, dans ce chamboulement. Alors c'est facile d'être dans la place puis de mettre des bouts, puis après... mais là, on est une émission de télé, une heure et demie. Faites le tri, s'il vous plaît. Non, mais ce que je veux dire, c'est... On ne va pas apporter des réponses, et puis il y en a d'autres qui les... Enfin, peut-être vous, Pierre a apporté, il va y avoir des réponses juridiques, mais je veux dire, c'est qu'il faut bien comprendre qu'on est dans cette situation-là. C'est que le récit urbain, aujourd'hui, il est en train de s'effriter, le nouveau n'est pas arrivé. À chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, il y a en fin de compte une période grise. En fin de compte, on voit bien ce qu'on ne veut pas, on voit bien où on veut, mais voilà. Et on est dans ce mouvement-là. Même dans toi, quand tu citais tout à l'heure les études, tu dis, en fin de compte, le collectif, il y a les problèmes du voisinage. Mais non, on voit bien que même dans le pavillonnaire, il y a le même. Donc, en fin de compte, tous les trucs, toutes nos certitudes, ça c'est ci, ça c'est ça. Globalement, ça donne plus de satisfaction. Non, mais je suis d'accord. Si les gens aiment le pavillon, il n'y a pas de problème. Mais on est vraiment, et je trouve, et j'incite l'agence, tout ça, mais faites venir des gens de la consommation. Moi, j'ai un jour, dans ce bouquin que j'avais préparé, j'avais été voir les gens de Darty en leur disant comment vous abordez le logement. Qui vous racontent une livraison de frigidaire dans une maison, mais ils vous font la maison. En fait, le frigidaire, ils s'aperçoivent qu'en fait, c'est devenu le truc bis de la famille, parce qu'on met des magnets, on met des tas de, on met des messages. Un frigidaire, il y a 20 ans, on l'ouvrait, en fin de compte, je crois, dans une famille de 15 fois par jour. Aujourd'hui, c'est 60 fois par jour. Donc, en creux, vous avez la détérioration, vous avez le fait qu'on mange. Non, mais le fait qu'on mange n'importe où, que même dans un repas, vous ne mangez même plus de la même façon. On cherche la facilité. La facilité. Et donc, ces modes de consommation, écoutons-les. Je ne me fais pas du tout, c'est pas que je veux me faire défenseur, mais on est dans cette situation-là. Voilà. Et le discours de la ville était pris, alors là, je m'en désole auprès des gens qui m'invitent, par des agences urbaines, par des élus, par des profs et tout ça. Écoutons les modes de vie et comment on comprend les modes de vie aujourd'hui, c'est par la consommation. Voilà. Et soyons un peu plus. Il ne faut pas se mettre devant un pied, mais ils ont des capteurs et des antennes que moi je trouve absolument passionnantes. Mais je suis d'accord, faut écouter les gens parce que c'est vrai qu'on nous a toujours dit les gens sont partis en périphérie parce que c'était moins cher. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a une réalité. C'est vrai des fois faire beaucoup de kilomètres. Est-ce que c'est vraiment intéressant, etc. Bon, il y a plein d'études qui prouvent pas forcément d'ailleurs que c'est si grave que ça budgétairement. Mais après en qualité de vie, on passe beaucoup de temps dans la voiture et je suis pas persuadée que ce soit bien. Mais en tout cas, le rêve du jardin. Là, on parle avec. Je parlais avec le directeur de l'agence d'urbanisme justement. Il y a un réseau de 50 agences en France où dans leurs réunions ils disent maintenant je cherche jardin avec maison. Oui. Voilà, en ce moment c'est ça quoi. C'est donc nature, c'est ce que vous disiez quoi. C'est vrai que mais l'anticipité, il faut écouter. On a pensé la ville avec du béton et aujourd'hui on pense la ville à travers un individu qui bouge et à travers la nature. Mais voilà. Donc on bascule. Moi, j'ajouterais une chose quand même, tout le monde n'est pas consumériste. C'est-à-dire que dans les modèles des sociologues, justement, il y a aussi des post-consuméristes qui veulent réparer leur frigidaire. Oui. Qui veulent utiliser leur vélo. Ils vont faire un potager, et donc, faire des choses intelligentes. Voilà, il y a aussi toute une partie justement d'individus qui sont engagés dans un certain nombre, dans une autre vision de la société et qui ont envie de moins d'individualisme, plus de partage. Mais justement, le fait de se dire je vais jardin avec une maison puis essayer en périphérie, peut-être que c'est moins grave vu que 4 jours sur 5 je suis au télétravail et qu'on voit bien que les entreprises, vous l'avez dit, commencent à revendre leurs places de stationnement, commencent alors peut-être pas à notre échelle byzantine là, mais c'est le cas à Paris, etc. On voit bien que c'est un modèle qui évolue et il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé le télétravail, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Quoi. Donc il y a une vraie évolution. Donc peut-être que ce voyage, cette périphérie va plus être aussi grave qu'avant parce qu'il y aura moins ces transports aussi carbonés. Alors, effectivement. Je voudrais juste sur la conso. C'est là encore. Il reste encore pas mal de sujets à aborder. Je ne veux pas citer de chaînes de plutôt bricolage
bricolage éco. Ils ont tellement vu depuis 10 ans tous ces gens-là qui venaient dans leur magasin et qui leur disaient on ne veut pas être consommateur, c'est qu'aujourd'hui, ils aident du soutien à ces mouvements-là. Et ils vous racontent. Et en fin de compte, moi, j'ai entendu chez des chaînes de bricolage et de jardinage des trucs. En fin de compte, j'ai l'impression d'être dans un monde d'ultra-gauchistes, il y a une année, parce qu'en fin de compte, ils ont compris que si vous voulez garder du contact avec ces consommateurs-là, ils étaient obligés de les suivre sociologiquement. Et là, on n'était pas dans les grands discours archi ou je ne sais pas quoi. Moi, j'adore l'archi urbain. Mon discours n'était pas anti-archi urbain. Mais on voit bien, et excusez-moi de faire cette parenthèse. Mais François non, je continue sur le brouillage. C'est dans de l'Hackathon et Vassal, ce que tu as montré sur la double face des trucs. Eux, ils ont été connus, l'Hackathon et Vassal, sur au départ une maison comme ça. Ils ont fait une double face sur une maison à Bordeaux. Et tout le monde avait dit ah, mais c'est qu'une maison. Et à ce qu'ils font là, prouve qu'en fin de compte, des modèles qui ont été testés en maison individuelle s'appliquent en collectif. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas d'un côté ci ou d'un côté ça, on est dans ce brouillage-là. Désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. Il faut aborder les solutions maintenant. C'est la troisième partie. Voilà, c'est un sujet qui passionne et qui donne envie de parler. On pourrait débattre encore des heures et des heures. Nous passons donc à cette troisième partie, cette troisième et dernière partie d'émission où nous aborderons donc les solutions et alternatives concernant la gestion du foncier et montrer que le changement du modèle est possible par la gestion du foncier. Donc notre sixième invité, Romain Thomé, qui est en duplex, je le rappelle, avocat associé au cabinet Coudray, spécialiste en droit de l'expropriation et droit de l'immobilier. Donc nous avons parlé, Thomas, la semaine dernière des incidences de la perte de biodiversité sur notre cadre de vie. Alors comment construire une stratégie foncière pour limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques recommandations? Alors, effectivement, on en vient à des outils juridiques, ce qui est beaucoup moins prospectif, disons que tous les propos qui ont été tenus en amont. Néanmoins, le juridique doit s'adapter à ces enjeux sociétaux, à ces enjeux de construction de la ville. Et aujourd'hui, beaucoup réfléchissent à la manière d'utiliser cette boîte à outils juridiques, ces éléments et ces prérogatives dont disposent les acteurs publics pour répondre à ces défis. Alors aujourd'hui, on a face à nous évidemment les enjeux du ZAN, les enjeux de la préservation des espaces agricoles, les enjeux, je dirais, quasi antinomiques de production de logements, de réponse aux besoins de production de logements de plus en plus diversifiés et de surcroît de logements à des prix accessibles. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a un enjeu spécifique à relever puisque auparavant, vous le disiez, le schéma de la création de valeur lorsqu'on intervenait en extension urbaine était relativement simple. On intervenait sur des terres agricoles, alors on intervenait public ou privé, sur des terres agricoles que progressivement on ouvrait leur utilisation, on créait à ce moment-là à nouveau de la valeur, on apportait des réseaux, on créait à ce moment-là à nouveau de la valeur et chaque acquéreur construisait ses maisons individuelles. On était sur le paradigme assez classique et bien connu de la maison individuelle française. Ceci s'équilibrait assez naturellement. L'enjeu aujourd'hui du renouvellement urbain, l'enjeu de la préservation de ces espaces et de l'absence ou de la limitation de l'artificialisation des sols oblige à revoir ce schéma de création de valeur puisqu'on a le même objectif de maîtrise des prix de sortie, mais il n'y a pas de secret, ces prix de sortie dépendront toujours des prix d'entrée, des prix d'acquisition. Et c'est là que le bas blesse, puisqu'on voit bien, quand on reconstruit la ville sur elle-même, qu'on doit s'attaquer à cette complexité. On doit s'attaquer à quoi? On doit s'attaquer aux friches, on doit s'attaquer aux fonds de parcelles, j'entendais M. Colbert en parler, on doit intervenir sur ces secteurs-là qui sont plus coûteux, qui sont plus incertains, plus complexes, puisqu'on est sur des morcellements de parcelles. Et la collectivité a aujourd'hui un rôle clé à ce niveau. Au niveau réglementaire, évidemment, le PLU doit faciliter, doit ouvrir, on doit utiliser cet outil-là. Mon propos, il est plutôt aussi sur la question de l'intervention plus globale de l'opération d'aménagement et du rôle des acteurs publics dans ces opérations, puisque les élus sont aujourd'hui en première ligne de la résolution de ce défi que les acteurs privés ne parviennent pas aujourd'hui seuls à résoudre. Et j'en veux pour preuve le débat actuel, le rapport d'information parlementaire sur les friches. Et on arrive au constat qu'une friche, c'est quoi? Une friche industrielle, commerciale, artisanale, c'est quoi? C'est un bien finalement dont on ne peut rien faire. C'est un bien qui n'est pas valorisable. Si c'est valorisable, c'est que ça n'est pas une friche.
Donc, comment aujourd'hui reconstruire la ville en traitant ces friches? Ça veut dire intervenir, maîtriser ce foncier-là, et ça permet ensuite de limiter la consommation d'espace en regardant ces territoires qu'on ne voulait plus regarder auparavant. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, comment bien gérer ces friches? Évidemment, on aura des outils, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce qu'il faut se dire, c'est que ces acquisitions, elles se feront en ayant une analyse en anticipation. On n'interviendra pas par à-coup sur ce type de politique foncière. On doit intervenir en anticipation et on doit intervenir autant que faire se peut en multisite. Pourquoi? Parce que, je le disais, la création de valeur n'est plus la même. La collectivité se doit d'avoir une vision globale et d'essayer de faciliter l'intervention sur ces friches, sur ces secteurs en renouvellement urbain notamment, en utilisant les maigres viviers possibles d'extension urbaine. Si on a encore des secteurs AU, un AU sur son territoire, autant les intégrer à une opération et en faire une opération multisite qu'on peut à ce moment-là équilibrer plus facilement que si on s'attaque uniquement à la friche prise isolément. Donc, travailler en multisite est un premier élément de sécurisation, enfin de mise en œuvre d'une stratégie foncière sur ces choses-là. Ensuite, identifier les choses de manière multicritère. On parle du projet, évidemment, du projet urbain, du projet d'habitat, d'évolution de la ville. On doit aussi parler des enjeux fonciers. Combien ça va nous coûter? Pour être très prosaïque, combien ça va nous coûter? Quels sont les risques? Est-ce qu'il y a des pollutions? Est-ce que je vais devoir évincer les commerçants? Est-ce que je vais les transférer? Est-ce que je vais devoir reloger certains habitants? Et tous ces défis-là, aujourd'hui, sont des défis qui sont sur la table des collectivités et qui doivent être relevés. Mais ça ne se relève pas d'un claquement de doigts en réponse à une sollicitation d'un promoteur. Ça doit se résoudre en posant tous ces enjeux-là en amont de la construction du projet. Et puisqu'on a justement la possibilité d'intervenir en multisite, on peut faire la synthèse de tous ces enjeux en amont, en mettant autour de la table les urbanistes, les architectes, les financiers, les juristes aussi, évidemment, pour essayer le plus en amont possible de synthétiser ces enjeux et de définir les contours d'un projet qui soit cohérent et équilibrable, si je peux me permettre, financièrement. Alors, sur cet enjeu-là, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, hein, puisqu'on parle de stratégie. La stratégie foncière, ça met 15 à 20 ans à se construire et ça met quasiment une mutation à se détruire. Je vais être un peu caricatural, mais si on laisse une opération se faire à un prix complètement exorbitant, on pourra mettre à mal une stratégie foncière et une maîtrise des valeurs foncières d'un territoire qu'on aura laissé faire qu'on aura construite pendant 2 ou 3 mandats. Et j'en veux pour preuve, je vais partir un peu cap à l'ouest, hein, un territoire que je connais bien, mais effectivement, si on regarde les valeurs des secteurs 1AU, à Rennes, qui est une ville à 1h27 de Paris en TGV, bon, on est à 4 € du mètre carré. Si on va à Saint-Brieuc, on est à 25 € du mètre carré, à Brest à 28, et si on va à Vannes, on est à 80 € du mètre carré. Tout ça pour des territoires en zone 1AU, non viabilisés, et sur lesquels il y aura encore à faire pléthore d'investissements. Donc évidemment, ça n'est pas le fruit de pure considération liée à l'emplacement, puisqu'il y a une attractivité des territoires qui est plutôt en faveur de Rennes, éventuellement de Vannes. L'approche de l'attrait de la côte de la mer peut être intéressant, mais c'est surtout lié à la stratégie foncière qui aura été mise en œuvre. Et on pourra en dire un mot. Et donc, ça veut dire notamment la veille quant aux opérations privées, le bon usage de toutes les prérogatives dont disposent les collectivités, à bon escient, mais on doit pouvoir utiliser toutes les prérogatives. L'appréhension quand c'est nécessaire et l'analyse des opérations privées, puisque derrière une opération privée, à un prix raisonnable, il peut y avoir des obligations de faire qui, in fine, renchérissent le coût du foncier et rendent politiquement impossible une intervention à l'amiable à un prix raisonnable, puisqu'on aura deux propriétaires qui auront eu, in fine, une opération, un gain bien différent selon qu'ils auront cédé à une personne publique ou à une personne privée. Donc, anticipation, constance et utilisation de la totalité sont en tout cas des axes forts de l'intervention des acteurs publics pour relever ce défi foncier du renouvellement urbain. Romain, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a des outils qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une meilleure gestion du foncier. Quels sont-ils ? Alors,
Parmi les outils, je dirais trois idées essentielles, mais le premier point, c'est d'utiliser de manière combinée tous les outils fonciers. Et le premier des outils fonciers, c'est le PLU. C'est par la bonne séquence d'ouverture à l'urbanisation des secteurs qu'on va maîtriser l'évolution des valeurs foncières et rendre faisables les opérations in fine. C'est également par une bonne rédaction de ce PLU, en prévoyant des opérations d'aménagement d'ensemble, le cas échéant, si on a vocation à le faire, notamment sur des friches. Je pense à une friche, on évoquait tout à l'heure l'intérêt de la proximité des écoles. Effectivement, par rapport à l'extension urbaine, la friche, elle est parfois en centre-ville, ça peut être un ancien hôpital, ça peut être un ancien site industriel. Eh bien, cette friche, elle est déjà bien située. C'est une force. Maintenant, elle a aussi beaucoup d'inconvénients, de par son histoire, de par le risque de pollution, de par la nécessité de dépolluer, la présence d'amiante ou autre. Et ça, c'est un aléa que la collectivité doit essayer d'anticiper. Donc déjà par le PLU, on peut éventuellement intégrer cette friche dans une opération globale, ce qui peut maîtriser éventuellement les coûts. Ensuite, on a les outils de préemption, la ZAD, le DPU. Il faut savoir bien les utiliser dans une séquence d'acquisition foncière pour maîtriser ce qu'on appelle la date de référence. Puisque si on ne maîtrise pas la date de référence, on risque de payer aux propriétaires la plus-value qu'on aura en tant que collectivité apportée au territoire. Et donc c'est tout l'enjeu de la politique, de qui doit bénéficier de la plus-value apportée par une opération. J'ai le débat, quand on réalise une ligne de métro, quand on réalise un tramway, on valorise des territoires. Qui doit en bénéficier? Est-ce qu'in fine, on n'a pas intérêt, quand on réalise un tramway, quand on réalise un TCSP, comme l'a fait la Société du Grand Paris, à acquérir certains périmètres fonciers autour du projet pour capter une partie de la valeur lorsque le TCSP arrivera. Ce qui est un outil assez légitime, et on l'a vu, ça se fait au Brésil, ça se fait au Canada, ça se fait au Danemark. C'est une manière de financer aussi l'équipement public, plutôt que de faire bénéficier de cette plus-value foncière uniquement les riverains de cet investissement public. Donc ça, c'est un choix politique, on peut se dire que c'est injuste, mais si on en fait bénéficier les riverains, on le fera payer par les contribuables in fine. Donc c'est un choix à faire. Donc, comment définir un périmètre d'opération? Comment, pourquoi pas, profiter des aménagements publics pour capter de la valeur foncière aussi? On peut aussi utiliser les bons outils d'acquisition amiable. Quand on acquiert un bien dans le cadre d'un périmètre de DUP, par exemple, on doit savoir ventiler les indemnités, on doit savoir faire bénéficier les propriétaires des outils fiscaux, des avantages fiscaux de ce type d'opération. Donc ça, c'est un outil intéressant. Ensuite, on doit évoquer la durée d'une opération de DUP. Je ne l'ai pas dit, mais une DUP, si on doit recourir à une expropriation, c'est 5 ans, plus encore 5 ans pour la réalisation du bien qu'on aura acquis. Et quand on voit les évolutions sociétales, quand on voit les questions qu'on se pose au plan de la construction du projet, il faut savoir que la maîtrise foncière n'a pas à être engagée une fois que le projet est totalement ficelé. On peut créer la maîtrise foncière en amont par différents outils. On a des DUP simplifiés même qui sont très accélérés, sans études d'impact, qui permettent pour des opérations importantes et complexes de maîtriser le foncier en amont et ensuite de réfléchir à la manière qu'on aura de construire ce projet. Donc on peut anticiper l'acquisition foncière par cet outil DUP. On peut également, si je reviens aux friches, faire fixer la valeur du bien, éventuellement par le juge, si on n'a pas d'accord, la faire fixer avant d'être certain de l'acquérir. On peut faire fixer pour voir, si je peux me permettre. Parce qu'on a trop d'aléas pollution pour prendre le risque d'acheter en aveugle, comme l'avait fait la ville d'Amiens à une époque, qui avait dû finalement supporter tous les coûts de dépollution sans avoir pu les connaître en amont. Donc on peut faire fixer par le juge en amont, avec une expertise éventuellement, puis si le prix est raisonnable, finaliser l'acquisition. Donc ça, ce sont des outils qui existent. Donc on n'a pas besoin de créer de nouveaux textes nécessairement pour faire ça. Et enfin, un dernier outil, après je passerai la parole pour un exemple concret, mais on a aujourd'hui dans nos villes des territoires dégradés, des bâtiments dégradés, et on a souvent le réflexe d'intervenir au titre des pouvoirs de police avec des mesures de péril notamment. La difficulté, c'est qu'on impose aux propriétaires de faire des travaux de sécurisation, et tant mieux, mais si le propriétaire ne le fait pas, en tant que maire, en tant qu'élu, on a la responsabilité, pour éviter qu'un accident ne se produise, de faire soi-même les travaux et de tenter, in fine,
Donc on finance les travaux, on préfinance les travaux et on tente de se faire rembourser par le propriétaire. La difficulté, c'est que si le propriétaire n'a pas fait les travaux, c'est que bien souvent, il n'est pas solvable. Donc on se retrouve avec une perte financière assez lourde pour la collectivité, ce qui pose la question de savoir si on n'a pas intérêt à utiliser un autre outil qui est une procédure qui existe déjà, mais qui est assez méconnue, qui est la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste pour un bien qui n'est pas entretenu, et qui permet à la collectivité non pas d'imposer les travaux, mais de proposer au propriétaire de faire les travaux, et s'il ne les fait pas, de faire déclarer cet état d'abandon, puis par un simple dossier très simple, de finalement s'en rendre propriétaire en tant que collectivité, pour ensuite réfléchir à ce qu'on pourra en faire. Et ça, c'est un outil qui existe, qui est de plus en plus mis en œuvre en alternative à la procédure de péril, parce qu'en réalité, elle expose la collectivité à un moindre risque financier. Donc ça, c'est un outil intéressant qui peut être mis en œuvre par vos collectivités. On a évidemment les procédures aussi de biens vacants et sans maître, ou le recours, et on en dira peut-être un mot tout à l'heure, de portage par les établissements publics fonciers, qui sont un très bel outil pour répondre aux défis de la reconstruction des villes sur elles-mêmes. Merci beaucoup Romain Thomé. Catherine Barthelet, je rappelle, vous êtes maire de la commune de Pelouzet. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur ce sujet, peut-être des exemples? Alors, plus que l'exemple, finalement, c'est les propos dont me font penser qu'en tant que maire de Pelouzet, c'est vrai que j'ai géré une situation comme ça avec un arrêté en péril, avec la gestion des frais. Puis finalement, derrière, on trouve une succession très compliquée. Donc finalement, c'est la commune qui a absolument tout payé. Donc comme on passe par une expropriation, le terrain est surévalué pour être sûr que ça ne pose pas de problème. Et c'est un petit terrain qui va nous servir pour faire une opération très digne. C'est très bien, c'est de l'accessibilité mais qui est très très cher, quoi. Donc effectivement, mais on n'avait pas le choix parce qu'on n'aurait pas pu même passer par le côté état d'abandon, parce que vraiment c'est une maison qui a pris feu et qui risquait de s'écrouler, donc on n'avait pas le choix. Mais en tout cas, on entend bien, on imagine bien le maire de la petite commune. Il ne peut pas mettre en place ce que dit monsieur, ce que vous expliquez très bien, mais tout seul, ce n'est pas possible à l'échelle d'une commune, d'avoir cette vision stratégique, etc., sans avoir un appui. On a besoin d'ingénierie pour faire tout ça. Donc je trouve vraiment que là, on voit l'intérêt justement qu'on travaille en intercommunalité, quelle que soit la strate, mais qu'on ait justement le PCI qui soit à nos côtés pour nous aider, qu'on ait les agences d'urbanisme, qu'on ait, comme vous l'avez dit, le PF pour nous aider à faire cette veille foncière, nous aider pour les acquisitions, qu'on ait des services fonciers pour ça, parce que ces outils, on ne peut pas les connaître et on n'a pas forcément toujours un avocat compétent à côté de nous pour nous l'expliquer. Il faut aller le chercher, voilà, il faut tomber sur la bonne personne. Mais c'est vrai que ça peut être un très bon recours aussi, on le fait aussi, y compris dans nos intercommunalités. Mais on a besoin de cet accompagnement, à la fois pour mettre en place la stratégie, la veille, et puis au moment où on est sur le côté opérationnel, on ne peut pas faire seul. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau, le fait de travailler en intercommunalité, le PLU intercommunal, etc. Ça reste quand même un outil qui est nouveau. Donc c'est vrai, c'est ce qu'on disait, nos outils de planification par rapport à la réactivité qu'il faudrait qu'on ait rapidement, des fois on est un petit peu en décalage, mais en tout cas on a bien mesuré tout ça. Et je trouve qu'on sent qu'on a besoin d'une expertise effectivement importante. Et on n'a pas parlé, mais il y a un autre outil aussi, c'est l'Office foncier solidaire aussi. Je trouve qu'il peut permettre aussi de résoudre les problèmes de foncier, enfin en tout cas atténuer les problématiques de coûts de foncier très élevés qu'on a de plus en plus à gérer. Avant, c'était effectivement peut-être que le côté sud-ouest ou territoire côtier qui était concerné. Maintenant, c'est le cas aussi en Haute-Savoie, c'est le cas aussi pour nous. Et je trouve que l'OFS va peut-être aussi nous aider à pouvoir réguler le prix du marché et avoir des opérations pour les primo-accédants ou même pour des opérations économiques aussi. Romain Thomé, peut-être un dernier élément de réponse à donner à Madame Barthelet? Alors, tout à fait. Alors déjà, effectivement c'est accessible, enfin c'est délicat pour un maire. En début de mandat, on le voit aujourd'hui beaucoup, on rencontre beaucoup d'élus également de petites communes qui relèvent ce défi foncier et qui ont à gérer une dent creuse, un territoire complexe à mener. Ça se fait, on peut accompagner, effectivement, on a besoin de bureaux d'études aussi sur ces choses-là, mais ça peut se mener, et je pense qu'on a une sensibilité aujourd'hui des élus à ces sujets-là et à ce besoin d'anticiper. Et donc c'est un travail au long cours. On termine l'acquisition aujourd'hui pour une petite commune de 2000 habitants d'une dent creuse de 4 hectares qui restait
vacante depuis 15 ans, et qui bloquait l'urbanisation de cette commune. Il a fallu mener les choses progressivement, on a négocié, et je pense que la concertation est toujours possible, même si on a l'impression que c'est fini, mais on peut toujours tenter de négocier avec les propriétaires, tout en maîtrisant le tempo et tout en n'obérant pas l'avenir de la commune, et ce, en ayant des outils fonciers, en utilisant les outils fonciers. Et vous disiez effectivement, vous avez de manière très juste, on a un élément tout à fait nouveau dans le paysage de la production de logements, qui est le BRS, qui est le bail réel solidaire, ou bail réel immobilier locatif, et donc l'OFS qui est son socle en quelque sorte, et qui change finalement le rapport à la propriété. Donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, le paradigme consistant à devenir propriétaire n'est plus aujourd'hui le seul outil. On n'a plus que l'accession à la propriété, on a aussi l'accession à la propriété via ce bail réel solidaire, qui est une autre forme de propriété. On n'a plus le sol. En fait, la différence, c'est qu'on va dissocier le sol et le bâti. L'idée générale est de se dire le prix du foncier est tellement élevé qu'on va tenter de l'extraire de la production de valeur, et on va ainsi produire du logement sur la base des seuls coûts, du seul équilibre financier de la production du bâti. Et c'est l'OFS qui va porter le foncier durablement et qui va donner à bail à un constructeur bail à long terme et avec une vocation sociale pérenne. Donc c'est très intéressant, puisque par rapport à des outils d'accession sociale à la propriété qui gardent un caractère social par le biais de clauses antispéculatives, le BRS est plus durable en quelque sorte, puisque la vocation sociale est pérennisée. En cas de cession, le BRS est rechargé en quelque sorte, et donc on pérennise cette vocation sociale. Donc c'est là encore une autre évolution du mode d'habiter, pour reprendre la thématique générale, et on le voit pratiquer un peu partout. On l'a vu à Lille, on l'a vu à Rennes, on l'a vu on le voit à Bordeaux, et on le voit effectivement aujourd'hui sur tous les territoires français, avec un vrai succès, mais ça pose quand même un problème de concurrence entre les différents dispositifs. C'est-à-dire que si sur une même opération, on a à la fois un BRS et de l'accession sociale, je le vois à Bordeaux, si on a du BRS qui sort à 2 300 € du mètre carré, on va avoir de l'accession sociale qui va sortir à 2 400 € du mètre carré. Comment expliquer à un propriétaire que finalement, pour 100 € de plus, il aurait été classiquement propriétaire, et finalement, on va lui proposer uniquement l'outil BRS, ce qui en soi n'est pas un outil dévalorisé, loin s'en faut, mais ça nécessite en tout cas un travail de pédagogie, et ça nécessite de réfléchir à la concurrence de ces outils quand on mène une opération d'aménagement. Donc c'est un élément. On avait rédigé un ouvrage sur les baux réels à long terme et sur le BRS au moment du lancement de cet outil. Avec le retour d'expérience, on s'aperçoit qu'il y a quelques erreurs à ne pas commettre dans la programmation du BRS sur une opération, pour éviter de pénaliser les autres outils, ou au contraire de se pénaliser soi-même. Merci beaucoup, Romain Thomé. Donc malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. On pourrait parler encore pendant des heures, mais on va quand même rester encore quelques minutes pour répondre aux questions de notre public tout de suite avec nos invités. Et merci encore une fois à tous les 6 pour votre intervention et votre dénouement et votre passion aussi. Alors, les premières questions. Alors, la première question, tout du moins, vu le besoin d'intimité, pourquoi urbaniser les communes périphériques avec une densification qui nuit à l'intimité? Qui voudrait se charger de répondre à cette question? C'est pour Pierre, ça. C'est pour Pierre, ça. J'ai vu tous les regards se tourner sur Pierre Colna, évidemment. C'est lui qui a lancé le thème. Donc maintenant, il se débrouille avec ça. Non, mais je veux bien tenter d'apporter un début de réponse. Je pense qu'on est bien là sur un travail d'équilibre dans des territoires. C'est ce besoin d'intimité qu'on évoquait collectivement comme étant peut-être une des notions un petit peu oubliées des dernières années, doit évidemment se conjuguer avec d'autres enjeux que sont la proximité de services, la proximité d'infrastructures, la proximité finalement avec une forme de complémentarité dans ces formes urbaines. Et on sait bien que le tissu qu'on pourrait appeler le plus diffus, c'est-à-dire qu'on est même au-delà de la deuxième couronne, on est sur du péri-rural, du péri-urbain plus,
pose des vraies questions d'accessibilité. Donc l'ajustement dans nos politiques d'aménagement et nos politiques foncières, évidemment, elle tend à regarder cette deuxième couronne ou cette première ou deuxième couronne qui est porteur de gisements. Alors on parle de gisements fonciers, mais elle est porteur de gisements je vais peut-être dire d'intensité, c'est-à-dire de lieux dans lesquels on va pouvoir un petit peu se frotter, se croiser, en essayant évidemment de gérer ces niveaux d'intimité qu'on évoquait. Donc voilà, tout ça est bel et bien une affaire de curseur, de nivellement, mais voilà, soyons conscients que le besoin de densité, je veux dire, c'est même plus un besoin, c'est une forme de nécessité, c'est-à-dire il faut qu'on soit conscient collectivement de cette forme d'obligation pour la qualité de nos territoires. Je pense que vous en avez parlé la semaine dernière sur la biodiversité. Je pense qu'on a des vrais enjeux aujourd'hui de préservation du sol, et notamment du sol agricole, qui doit nous mobiliser à faire la ville autrement. Voilà. Et c'est de faire cette ville autrement en bonne intelligence, qui peut-être a été très, très fortement développé, on va dire, ces dernières années en tissu urbain dense, existant, centre-ville, première couronne, et je pense va nous concentrer très globalement. Moi, c'est ce que j'évoque avec des étudiants en architecture. Je dis que je pense que votre travail, ça va être de régénérer, c'est un mot un petit peu barbare, mais de régénérer les lotissements, c'est-à-dire d'imaginer la manière dont on raccroche les lotissements soit à la ville, soit à la campagne, mais il va bien falloir qu'on en fasse quelque chose de ce tissu qui est peu dense, qui est énergivore, enfin en tout cas qui pose des tas de problèmes de gestion énergétique, qui pose également des tas de problèmes de coûts d'entretien. Je parlais des infrastructures, des réseaux, qui coûtent extrêmement cher à la collectivité. Donc c'est une forme qui n'est aujourd'hui pas aboutie, on va le dire comme ça. Et je pense qu'une vraie qualité d'une forme urbaine, c'est qu'elle évolue dans le temps. Donc il faut qu'on se donne les moyens de faire évoluer aussi cette deuxième couronne. Merci Pierre. Anne voudrait ajouter quelque chose. En fait, moi je voudrais juste parler d'un aspect plus social, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il faudrait peut-être aussi mieux gérer l'intimité avec plus de médiation entre les individus. Et les Canadiens aujourd'hui développent beaucoup de métiers de médiateurs pour essayer de faire mieux discuter les individus, notamment sur ce problème de la densité. Et que dans les quartiers ou dans de l'habitat partagé, finalement, l'intimité, elle se décide aussi collectivement sur ce que l'autre est capable d'accepter. Et peut-être y a-t-il à encourager justement ces métiers de médiation pour essayer de plus discuter de quel cadre de vie on veut, comment est-ce qu'on veut vivre les uns avec les autres. Et je pense que ça passe aussi par la gestion non seulement du foncier, mais aussi de la relation sociale, finalement. Je vais reprendre les propos de Jean-Yves Chapuis, l'humain au cœur du projet urbain. C'est tout à fait ça. Très bien. Alors, deuxième et dernière question avant de conclure cette émission. Quelle place a la végétation dans les espaces plus denses, des espaces verts partagés ? François Bélanger. Quand vous dites végétation, il y a toutes les formes. Il y a dans l'espace public partagé, il y a dans la maison, il y a sur éventuellement les espaces privés, terrasses et jardins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fin de compte, les plantes, vous pouvez en mettre partout. Et c'est même d'ailleurs devenu un problème, c'est devenu du greenwashing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous regardez un promoteur, il te met du béton, il badigeonne ça en verre, il roule ma poule, c'est vendu, quoi. Voilà. Non, mais c'est parce que les imaginaires, ils sont là. On peut faire donc, une vraie végétalisation. c'est pas interdit. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Ouais. On peut tout faire aujourd'hui. Bon, après, on peut se poser des problèmes. Vous savez, les murs végétalisés, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément des bonnes solutions. Enfin, il y a plein de problèmes et tout. Mais en fin de compte, il n'y a pas de rabat. Aujourd'hui, il faut quand même comprendre qu'on est en train de basculer. Par exemple, à Londres, ils sont en train de réfléchir en disant, nous, on est la capitale industrielle. On a fait la ville telle du 19e, du 20e. On a été le cœur du monde. Tout ça. Du béton, on urbanise tout ça. Aujourd'hui, ils disent, non, on va arrêter ça. On va complètement réinverser. On va mettre la nature. Donc, ils vont reprendre les rues. Ils commencent par les rues, les petits oiseaux, tout ça. Donc, ils mettent le vivant autour du truc. Après, ils disent, on va repenser les viabilités et tout ça. Ils vous refont un plan. Et l'ambition, lorsque vous avez l'agence d'urbanisme l'équivalent de l'agence d'urbanisme de Londres, ils disent on va repenser Londres comme un parc naturel. Et en fin de compte, avec un vocabulaire, comme s'ils parlaient de la Vanoise. Enfin, je caricature, hein, mais c'est ça. Mais l'idée, c'est pas de dire ils vont détruire le bâti, mais c'est de dire, voilà, pendant 20 ans, c'était le siècle de la machine, de la technique, le 21e va être le siècle du corps, donc on va mettre le corps actif, le sportif, on va mettre la nature, et donc ils sont en train d'inverser. Et à partir du moment où vous inversez ce discours-là,
vous faites un nouveau récit urbain, parce que qu'est-ce qu'on vient de raconter là pendant 1h30 ? C'est un manque de récits désirables, mais un manque de récits désirables par tout le monde. Ensuite, là, nous, on raconte des récits d'élus, des récits de techniciens, des récits de juristes, de sociologues, mais un récit. Et comme en ce moment, ça se cherche, la première question, la fille qui pose la question sur l'intimité, ou le mec, j'en sais rien, mais c'est quoi ? C'est quelqu'un qui doit être en périurbain, et puis qui dit, mais pourquoi ils arrivent, quoi ? Mais il faut vous expliquer. En effet, la Bretagne, je parle de la Bretagne, on va gagner 400 000 habitants en 50 ans. Il va bien falloir les mettre quelque part, ces gens-là. Donc, on sait qu'on va être dans des bouleversements. Disons les choses franchement, remettons les choses à plat, remettons ça en perspective, et sur la nature, en fin de compte, avant il y avait la vie et la nature, aujourd'hui on a compris que ça s'inverse, on n'est plus là-dessus, vous le disiez tout à l'heure très bien, on est sur ces basculements, sur ces renversements, donc à la limite, je veux dire, la nature, ça se règle soit chez Truffaut, allez, je caricature, mais ça peut se régler de 50 000 autres moyens. Chez Leroy Merlin, ils disent le jardin, c'est la 5e pièce. Et sur les notions, même sur la notion de propriété, on voit qu'aujourd'hui, c'est juste une anecdote comme ça, je pense, parce qu'on a parlé tout à l'heure de propriété, mais d'une autre façon. Aujourd'hui, lorsque vous analysez sociologiquement ce que c'est que la propriété, c'est la propriété, mais dans une logique de consommation immédiate. C'est-à-dire, j'achète pour ne pas payer un loyer. Mais je n'achète pas pour 10 ans ou pour 15 ans, je ne fais pas des travaux lourds comme je faisais pour mes parents. Donc même la notion de « je suis propriétaire de mon logement », ça ne recouvre même pas les mêmes récits qu'il y a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, avec les divorces, les mutations professionnelles, je peux acheter, je sais peut-être que j'achète pour 4 ans. Mais au moins, je pourrais revendre éventuellement et je n'aurais pas donné manger un loyer. Donc on est dans ce bouleversement-là. On est loin de la nature, mais bon, je voulais... Comme ça, voilà, on a pu... Dans le cadre du bouleversement, je pense que nous, communes qui sommes de première périphérie, on doit déjà repenser la régénération de nos lotissements. Comment ? Avec qui ? Quels outils ? Et ceux qui sont dans la deuxième couronne vont devoir se pencher sérieusement comment ils vont l'organiser. Voilà, ce sont les enjeux, c'est ce que disait... C'est vrai. Voilà. La campagne, aujourd'hui, c'est le non pensé. Il y a un architecte connu, Rem Koolhaas, qui a fait tout un travail sur la campagne, qui s'est dit, en fin de compte, la campagne, c'est devenu le déversoir de l'urbain depuis 20 ans, 30 ans. Voilà. Et puis là, on s'aperçoit que ça commence à piquer, puis qu'il va peut-être falloir commencer à organiser ça pour éviter les phénomènes de backyard, pas chez moi, et puis d'agressivité, de problèmes de manque de coordination. C'est peut-être aussi, justement, réintroduire l'agriculture dans le monde urbain. Dans les deux. Voilà. Dans les deux sens. Voilà. Avant, on avait deux mondes et maintenant, il faut bien faire de la projet au Grand Besançon, donc un projet d'identification d'un quartier prioritaire avec une ferme urbaine. Voilà. Et ça qu'on voit bien que c'est des nouvelles formes qui vont arriver. Et je crois que quasiment dans toutes les équipes municipales, dans toutes les professions de foi qu'on a pu voir l'année dernière, que ce soit petite ou grande commune, on a tous mis qu'on voulait replanter des arbres. Et on ne l'a pas juste mis parce qu'on sent bien que c'est une attente. Et des arbres hors forêt, parce que ça en forêt, on le fait depuis longtemps, mais des arbres hors forêt, et on sent que c'est une vraie attente des gens, à la fois pour créer les îlots de fraîcheur, mais pour le plaisir, pour l'arbre qui a un lieu où on se rencontre, pour tout ça, quoi. Les deux imaginaires urbains aujourd'hui, c'est la forêt et la ferme. Vous imaginez ce basculement. La forêt, évidemment, quand on ne veut pas de forêt, on veut de l'ombre, comme vous dites très bien. Et si on la ferme, ce n'est pas du tout pour manger les carottes, on s'en fout. C'est juste pour montrer que quand on a passé 8 heures sur un écran, on est quand même capable de mettre les mains dans la glaise. Donc, ce n'est pas du tout une histoire d'auto-subsistance, c'est pas ça. Mais c'est juste de montrer qu'on n'est pas complètement lobotomisé par Internet et tout, qu'on est capable d'aller se frotter avec la réalité. Voilà. Mais du coup, c'est aussi l'habitat partagé pour renouveler cette idée d'accès à la propriété, pour modifier. Vous avez du pain sur la planche, j'ai envie de vous dire. C'est génial, il y a plein de trucs à faire. Exactement, il y a beaucoup de choses à faire et on pourra se retrouver dans quelques années et je pense parler de toutes ces évolutions. Merci beaucoup à tous les 6 d'avoir participé à cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis pendant 1h30. Une 3e émission va arriver prochainement qui portera sur le développement des énergies renouvelables. Donc le SM Scott et l'ODAB vous donnent donc rendez-vous très 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 bientôt. Donc restez connectés et merci à tous. On vous souhaite une belle soirée. Merci. À bientôt. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée à tous.